Bienvenue à... et non conformiste. Au sommaire de cet épisode... Faut-il brûler Matzneff en place publique ? J'ai revu les images de Matzneff chez Pivot, dans Apostrophe, mais 8 ans plus tôt, j'ai vu les images de Cohn-Bendit, toujours chez Pivot, dans Apostrophe. Pivot a d'ailleurs fait un tweet, oui, à l'époque, on était moins regardant sur la morale, etc. Ce que je trouve hallucinant, c'est qu'à l'époque, on pouvait dire sur le service public de télévision en direct qu'on se tapait, il n'y a pas d'autre mot, des petits garçons ou des petites filles, alors qu'aujourd'hui, on peut être viré pour une mauvaise blague sur le même service public. Et en seconde partie, 2020, la République sans parti ? Les politiques mentent tellement qu'on ne peut pas croire le contraire de ce qu'ils disent. Finalement, on ferait peut-être bien. Parce que comme ils font exactement le contraire de ce qu'ils disent, vous voyez ce que je veux dire. Parce que vous recevez des politiques, oui. Ils sont sincères souvent. Non mais là je suis en plus sérieux, Alors, sont sincères. Je vous arrête, oui, très souvent ils sont sincères. Non mais c'est vrai. Très souvent ils sont sincères, mais malheureusement ils sont face à un mur. Ils sont face à un mur. Aujourd'hui le drame c'est que le politique ne décide plus de rien, presque. Pour en parler, l'invité spécial de Martial Bild est un journaliste de renom à Sud Radio. Il anime le Grand Matin Week-end de Sud Radio et participe aux Vraies Voix du mercredi au vendredi. Il a été aussi le matinalier de la radio pendant les fêtes. D'août 2018 à juillet 2019, tous les jours du lundi au vendredi, vers 18h50, il a animé le mot du jour qui clôturait les 2 heures d'antenne des Vraies Voix. Cela donne un livre, Mes mots du jour, regroupant des mots piochés parmi l'actualité du jour, quel que soit le domaine et sans tabou. Politique, social, économique, météorologique, régional et people. Cela constitue un mélange d'étymologie, de bonhomie, avec une bonne dose de gauloiserie et parfois un peu de cynisme. Il a été chef d'entreprise avant de coller sa voix au micro de Sud Radio avec une facilité déconcertante. Il est surnommé Wikipédia pour son esprit agile et son alacrité intellectuelle. Philippe Bilger évoque un ami infiniment cultivé, d'une extrême gentillesse, incroyablement bienveillant dans les rapports quotidiens. Je vous demande d'accueillir Philippe David. Merci. Bonsoir. Merci d'être là. Parce que c'est difficile, premièrement parce qu'il y a les grèves nous avons des difficultés à ce que le public nous rejoigne. Nous sommes comme tous les Parisiens, il faut encore marcher beaucoup ou rester dans les encombrements pour nous rejoindre. Bonne année à vous tous, bien évidemment. Il faut commencer par cela. Tous mes vœux de joie, d'espérance pour chacun d'entre vous et pour vos familles, pour vos proches et puis pour tous les téléspectateurs de TV Liberté et avec en priorité ceux qui sont les plus isolés. Bonne année 2020 et on va rentrer dans ce 114e épisode de Bistro Liberté. Alors, il est 19h, je ne sais plus si vous êtes matinalier, si vous êtes du soir. Matinalier, c'est quoi ? Alors, matinalier, c'est tôt le matin, c'est le week-end, c'est le samedi et le dimanche, donc c'est debout en général à 5h, mais avec beaucoup de chroniques déjà préparées à l'avance, les invités calés, etc. Même si parfois on peut avoir un gros changement à 10h du soir le vendredi, comme par exemple lors de l'arrestation de de Xavier Dupont de Ligonnès. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait partie des choses qui sont imprévues et qui fait que vous êtes debout à 5h, mais vous bossez jusqu'à minuit. Et donc moi, c'est matinalier tous les samedis et les dimanches, et je fais toujours les Vraies Voix, parce qu'il faut se reposer un peu quand même. Le mercredi, le jeudi, de 17 à 19, comme chroniqueur, et le vendredi, de 17 à 19 comme chroniqueur, et de 19 à 20, j'anime les Vraies Voix du sport. Voilà, vous avez toutes resté sur Sud Radio. Non, quand même pas. Non, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de qualité. On va dire que, si on faisait une métaphore footballistique, j'essaye d'être un milieu de terrain récupérateur, un porteur d'eau qui essaie de bien amener le ballon pour ses coéquipiers. Bien vu pour une petite radio qui monte. Hein. Qui a très bien monté en 2019. Et puis, n'est jamais... il ne faut pas arrêter, vous savez, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc... ça va continuer, je pense qu'on a de belles perspectives pour 2020, pour l'année qui commence. Philippe, le magazine Causeur dit de vous que vous êtes, je cite, le Laurent Ruquier
de droite qui n'est pas faussement franchouillard, ce qui veut donc dire que vous êtes franchement franchouillard. Ah, totalement franchouillard. Ah bah d'accord, comme ça au moins. Non, mais j'assume totalement. Non, il n'y a pas de problème. Moi, vous savez, quand il y a un match de foot ou de rugby avec l'équipe de France, je deviens un vrai beauf. Non, mais un vrai beauf. Moi, à ce moment-là seulement. Peut-être pas. Non, quand il y a, par exemple, l'équipe de France qui joue, oui, je l'avoue, je suis très chauvin. Très chauvin. Et parce que être franchouillard, c'est aimer notre mode de vie, c'est aimer notre culture, c'est aimer notre style de vie. Vous savez, les Américains sont toujours très fiers du American Way of Life. Moi, je suis très fier, ou les Brésiliens du jeito brasileiro, la manière brésilienne. Moi, j'aime beaucoup notre mode de vie français. J'adore me faire des barbecues l'été avec un bon verre de rosé. Parce qu'il y a du bon rosé. Les gens disent souvent que c'est de la piquette, mais c'est pas vrai. J'aime beaucoup passer des bons moments. J'adore la littérature française, j'adore la langue française. La langue, c'est vital. C'est pour ça que j'ai fait des mots du jour aussi. Parce qu'on peut jouer extrêmement bien avec la langue française. Et puis, oui, je suis très franchouillard, je l'avoue, mais pour moi, c'est pas une tare. Hein. C'est une qualité. J'ai bien compris. Alors, avant de faire de la radio, on l'a expliqué à l'instant, vous avez été chef d'entreprise. C'est une vocation donc un peu tardive que faire de la radio. Pourquoi avoir pris cette direction ? Et puis, question subsidiaire, pourquoi à Sud Radio ? Alors, ça s'est fait par accident. C'est une succession d'accidents de la vie. Ma vie a basculé en fait quelque part en 7 ans. J'ai commencé un blog en 2007, c'était au moment où les blogs débutaient. Et puis un jour, sur Internet. Donc, c'est ça, donc j'ai reçu un message privé sur mon blog qui me disait « On crée Atlantico, est-ce que vous voulez écrire chez nous ?» Je me dis « Tiens, moi j'avais 7000 lecteurs par mois, ce qui était pas mal au début des blogs pour un blog d'un illustre inconnu. » Et puis sur Atlantico, mes papiers ont vraiment bien marché. Et comme je suis un grand passionné de foot, on m'a fait décrypter l'Euro 2012, où la France avait perdu en quart de finale contre l'Espagne. Ah bon ? Et mes papiers étaient 2-0. Ah oui, je ne savais pas. Mais maintenant, si vous me dites... Les buteurs, non, c'est pas la peine. Et donc, un jour, on m'a demandé de décrypter la liste de Deschamps pour 2014, la Coupe du Monde. Et la copine de... C'était par le Figaro Vox, là. C'était Alexandre Devecchio qui était passé de Atlantico au Figaro Vox. Et là, la copine de Nasri pète un câble en écrivant « Fuck Deschamps and fuck France » sur Twitter. Et j'écris un papier sur un coup de sang après avoir décrypté la liste. Nasri et sa copine, symbole du foot bling-bling et arrogant. Et mon article devient le plus lu du mois sur le Figaro et le Figaro Vox, avec un nombre de commentaires incroyables. Et là, comme j'avais déjà pris contact avec Sud Radio, j'avais écrit des livres avant où j'étais passé. On m'a proposé de passer à l'antenne pour parler de foot, comme les studios étaient à Toulouse, à côté de chez moi, à l'époque. Et comme vous le savez peut-être, je suis plutôt hypermnésique en termes de mémoire. J'ai fait une première émission de foot où, quand j'ai répondu à un auditeur qui était le premier, le deuxième et le troisième du Ballon d'Or 77, en 2014, ils se sont dit, tiens, lui, il connaît pas mal de sujets. J'ai fait l'émission et puis après, de fil en aiguille, on m'a proposé de faire des remplacements pendant mes vacances dans une émission qui s'appelait Seul contre tous et qui s'est bien passée. Et puis après, sur un accident de la vie, parce que j'ai eu un accident de la vie, mais je préfère pas en parler à l'antenne, on m'a dit, écoute... On te file tous les remplacements. Et puis, j'ai commencé, ça ne s'invente pas, le 29 février. C'est une date qu'on n'oublie pas. 2016, ça va donc faire 4 ans. Et depuis, j'ai plus quitté le micro. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'ont fait confiance à Sud Radio pour quelqu'un qui n'était pas du tout issu du milieu des médias. Alors, vous êtes une des voix, sinon même maintenant la voix la plus connue de Sud Radio. Et vous avez... Ah si. Et vous avez tout au long de l'année dernière donc clôturé vos 2 heures d'antenne avec le mot du jour lié à l'actualité. Des mots que vous avez regroupés dans un livre d'ailleurs très, très pétillant intitulé « Les mots du jour » aux éditions Fauve. Vos choix sont à la fois éclectiques, divers, ils concernent tous les domaines et sans tabou. C'est volontaire cela. Aucun tabou. On piochait dans l'actualité. Alors parfois c'était très léger. Johnny, par exemple, quand son album posthume est sorti, où est-ce que je veux dire, là on faisait chanter les invités, etc. Parce que tout le monde connaît les chansons de Johnny. On a fait ça également, Clo-Clo, le jour où il aurait eu 80 ans. Et puis après on a fait des mots beaucoup plus lourds. On a fait le mot suite à une agression ou un crime antisémite, le mot antisémitisme. On a fait par exemple, quand il y a eu l'affaire dans les piscines au début de l'été, j'ai fait le mot piscine mais de manière très caustique, en concluant, marquant que notre pays avait touché le fond de la piscine. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'était de manière caustique, parfois c'était grave, parfois c'était, je l'espère,
drôle. Mais ça, c'est vous qui avez lu le livre, hein, c'est pas moi qui le dirais. Je ne serais pas invité si je n'avais pas trouvé drôle. Et après, c'était parfois des déclarations d'amour, comme à ma ville, Toulouse, quand on était en déplacement à Toulouse, aux Pyrénées, quand on est dans les Pyrénées, comme je suis originaire des Hautes-Pyrénées, etc. Déclaration d'amour, par exemple, à Nathalie Loiseau. Ah, non, c'était pas une déclaration d'amour. Pardon, excusez-moi. Oui, c'était fait comme l'oiseau, c'est ça? Oui, oui, c'est sûr que... elle a bien fait. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été un très bon choix pour les Européennes, pour La République En Marche, mais que finalement, l'oiseau n'est pas tombé de son nid, puisqu'ils ont quand même flirté avec la première place. Ça s'est joué à 0,9% près. Pour reprendre une expression chère à un commentateur de football défunt, il n'y avait pas la ligne droite de Longchamp. Vous n'hésitez pas à utiliser une bonne dose de gauloiserie, mais jamais de méchanceté. Est-ce que ça, c'est une marque de fabrique? Alors oui, parce que je ne supporte pas la méchanceté, a fortiori la méchanceté gratuite. Ça m'amuse que vous dites que Didier Maisto était venu dans ce le président de Sud Radio, il avait dit Philippe David est quelqu'un d'éminemment gentil. Je ne supporte pas les journalistes qui veulent se faire un ou une invitée, c'est-à-dire qui ne pensent pas comme lui, et donc ils vont l'agresser, tout faire pour le pousser à la faute, etc. Je trouve ça insupportable. On a un devoir, quand on anime une émission, de traiter tout le monde exactement de la même manière. Bienvenue à TV Liberté, c'est la marque de fabrique de la chaîne. Bienveillance et respect de tous les invités qui y viennent, y compris ceux qui sont loin, très loin de nos opinions majoritaires, de nos téléspectateurs. Et donc, évidemment, il faut traiter tous les gens de la même manière, et moi je traite tous mes invités de la même manière, chose qu'ils apprécient. Je pense globalement parce qu'ils veulent tous revenir en émission. Et ce qui se passe, c'est que la méchanceté gratuite, qui est la marque de fabrique de certains animateurs, est pour moi insupportable. Parce que, évidemment, chacun a des idées, chacun a une sensibilité de gauche, de droite, du centre, mais on a un devoir, je ne dirais pas de neutralité, parce que la neutralité, ça n'existe pas. On a un devoir, pour moi, déjà de courtoisie et un devoir de bienveillance. On n'est pas là pour piéger l'invité, on est là pour le faire s'exprimer, on est là pour lui donner la parole, et on n'est pas là pour se mettre en valeur, mais pour mettre l'invité en valeur. Parce que, par exemple, dans vos mots du jour... Oui, je pourrais applaudir aussi. Oui, mais vous avez les mains prises. J'ai les mains prises, mais je pourrais acquiescer. Donc, dans votre livre, par exemple, je ne trouverais pas la fameuse chronique qu'on peut écouter, non pas sur Sud Radio, mais sur France Inter, Jésus et PD, par exemple. C'est pas quelque chose que vous feriez? Non, alors, moi, je suis dans la gauloiserie, mais pas d'aussi haut niveau que Jésus et PD. Moi, je travaille dans une radio privée, pas dans le service public. Jésus et PD, j'aurais été incapable d'écrire ça, parce que je ne sais même pas ce que veut dire le mot PD, d'ailleurs. Parce que si j'avais écrit ça, on m'aurait traité d'homophobe. C'est passé sur le service public, c'est passé comme une lettre à la poste. Alors que, vous voyez, j'ai fait un mot homophobie. Par exemple, suite à une agression homophobe. Et où j'ai été, on peut dire, au Karcher, pour utiliser une expression chère à un ancien président de la République, désolé de citer une marque allemande, comme je suis assez franchouillard, où je suis allé au Karcher sur les gens qui avaient commis cette agression homophobe. Mais sans aucun complexe, sans aucun tabou. Mais c'est votre anti-islamisme, ça? Mais oui, je suis surtout anti-con. Ça, c'est quand même une réalité, et ça c'est génétique chez moi. La bêtise inhérente à certains, parce que pour moi, l'homophobie, c'est de la bêtise. J'ai fait un mot qui s'appelle antisémitisme, où je crois que je conclus en citant une blague très drôle de Gainsbourg, qui disait « Qui a coulé le Titanic? Encore un iceberg, encore un juif ». Vous voyez ce que je veux dire? L'antisémitisme, c'est comme l'homophobie, c'est du même niveau. C'est-à-dire qu'on n'aime pas quelqu'un parce qu'il est ceci ou cela. Moi, il y a des gens très bien de toutes les confessions, de toutes les tendances politiques. Alors, vous êtes tellement consensuel, que finalement, vous êtes avec plein de tabous. Ah non. Si, vous êtes consensuel, donc par définition, vous n'avez pas... Voilà, vous dites, je suis sans tabou, maintenant, comme vous les effleurez même pas, de toute façon... Ah non, j'ai aucun tabou. Aucun tabou. Mais ça me pose la question quand même de savoir, quelle est votre part de liberté sur Sud Radio? Comment qualifieriez-vous d'ailleurs Sud Radio? C'est une radio d'opposition, une radio de droite, une radio généraliste, une radio populiste, une radio... Est-ce que je peux être désagréable? Soyez, vous étiez bienveillant et gentil. Oui, mais je vais être même pour moi désagréable, mais pour tout le monde, enfin, pas ceux qui n'étaient pas nés, je vais nous ramener près de 40 ans en arrière. Je n'étais pas né. Ça, c'est pas vrai. Mais il y a des fake news qui passent très bien. Permettez-moi de vous dire que là, vous tombez sous le coup de la loi fake news. Voilà, il y a des fakes qui passent quand même, des fois. C'est une radio libre, au sens des radios libres. C'était les radios pirates à la fin des années 70. Au début des années 80, c'est devenu les radios libres. C'est une radio libre. Tous les invités sont reçus de la même manière. On donne la parole à toutes les tendances, de droite, de gauche, du centre,
fédéraliste, souverainiste. Mais on donne la parole à tout le monde et surtout tout le monde est traité de la même manière. Alors, si vous pouvez me citer beaucoup de médias nationaux en France où tous les invités sont traités de la même manière, là, vous allez vous prendre une deuxième plainte pour la loi fake news. Dernière question. Si j'avais à dîner avec un ou une journaliste de Sud Radio, avec qui me conseilleriez-vous de dîner? Brigitte Lay. Alors, Valérie Expert, j'ai choisi Valérie Expert, Cécile de Ménibus, Brigitte Lay ou André Berkoff. Alors, si vous avez des problèmes sexuels, Brigitte Lahaye, c'est la plus compétente. Là, j'ai pas de doute là-dessus. Je crois que c'était André Berkoff, moi. Ah, bah écoutez, je vais lui passer un petit coup de fil après l'émission. On le salue. On le salue d'ailleurs, l'ami André. Content. Non, ils sont tous très sympas dans des styles différents. Dans l'ordre, Valérie Expert est très sympathique, mais c'est pas quelqu'un qui s'ouvre très vite. Cécile de Ménibus, c'est quelqu'un d'assez volubile, etc., qui est très sympa. J'avais surtout l'image qu'elle donnait à l'époque à la télé, etc., mais quand on la connaît pour de vrai, c'est pas du tout la personne qu'on imagine. Et qui tient bien son rang, d'ailleurs, aux côtés de Patrick Roger dans la matinale. Absolument. André Berkoff, c'est un ami. Alors, avec André, on est très franchouillard sur les blagounettes. Alors, dès qu'on en a une bonne, on se la raconte, comme avec Jacques Pessis qui fait les clés d'une vie. Mais certaines ne sont pas racontables à l'antenne, alors encore moins à la télévision. Exactement. Et Brigitte Lahaye, c'est quelqu'un qui mérite d'être connu parce qu'elle a quand même fait une reconversion extraordinaire. Il faut être franc, c'est une des reconversions les plus emblématiques des médias français. Voilà, on allait les écouter sur Sud Radio. Et je les aime tous, vous voyez que je suis bienveillant. Oui, bien sûr, gentil et bienveillant, sauf à mon égard. Philippe David, mes mots du jour, les vraies voix de Sud Radio. Vous allez dans quelques instants répondre aux questions de nos sociétaires qui sont arrivés, malgré les difficultés pour nous rejoindre. Je salue Constance Prazel, qui est la rédactrice en chef de la revue Liberté Politique, qui, ce mois-ci, titre l'Islam, la France et la mission. Merci Constance de nous avoir rejoints. Nicolas Gauthier, pilier de TV Liberté, de Bistro Liberté et travaillant à Boulevard Voltaire avec notre ami Gabriel Cluzel. Je salue notre avocat, pas celui de TV Liberté, mais l'avocat Pierre Gentillet. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Et puis bien évidemment pour Terre et Famille, notre amie Stéphanie Bignon. On va les retrouver dans un instant. À tout de suite. Faut-il brûler Mazenef en place publique ? L'affaire Mazenef secoue le monde intellectuel français qui, pendant des décennies, a considéré qu'il fallait prudemment dissocier littérature et morale. Mais le scandale emporte tout sur son passage. Dès lors, faut-il brûler Mazenef en place publique ? Ou plus encore, ouvrir le procès de Nuremberg de la pédophilie ? Je crois que la question est claire. Il y a une affaire Mazenef, il y a une affaire de la pédophilie. Est-ce qu'il faut brûler Mazenef ? Est-ce qu'il faut ouvrir le dossier de la pédophilie ? Faire le procès Nuremberg de la pédophilie ? Alors, vraie question. Ce qu'il y a d'assez surprenant, quand on voit l'évolution avec le temps, c'est qu'à l'époque, j'ai revu les images de Mazenef chez Pivot, dans Apostrophe, mais 8 ans plus tôt, j'ai vu les images de Cohn-Bendit, toujours chez Pivot dans Apostrophe. Pivot a d'ailleurs fait un tweet, oui, à l'époque, on était moins regardant sur la morale, etc. Ce que je trouve hallucinant, c'est qu'à l'époque, on pouvait dire sur le service public de télévision en direct qu'on se tapait, il n'y a pas d'autre mot, des petits garçons ou des petites filles, alors qu'aujourd'hui, on peut être viré pour une mauvaise blague sur le même service public. Je pense notamment à Tex, qui a été viré pour une mauvaise blague en reprenant une blague qu'avait dite Pierre Bénichou 2 ou 3 jours plus tôt dans Les Grosses Têtes. D'accord ? Donc, ce qui est assez surprenant, c'est comment on a changé d'époque, où à l'époque, on pouvait balancer qu'on était pédophile, ça posait pas le moindre commencement de début de problème. Enfin si, ça posait problème à ceux qui le dénonçaient. La preuve par Denise Bombardier, qui a été blacklistée de toutes les maisons d'édition françaises, bon, elle est québécoise, suite à sa riposte, on peut dire, assez virile face à Mazenef. Et aujourd'hui, on ne peut même plus faire une blague et on se fait virer. Je pense que c'est vraiment la question, c'est ce changement de temps. Alors, le procès de la pédophilie, évidemment, la pédophilie est indéfendable. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Mais j'ai peur que dans ce domaine, Mazenef devienne le bouc émissaire de toute la pédophilie. Parce qu'il n'y a pas que lui. On parlait de Cohn-Bendit il y a quelques instants, qui avait dit des choses tout aussi indéfendables dans la même émission.
et le nombre d'histoires qu'il y a eu qui ont été étouffées, etc. Alors oui, effectivement, Matzneff aujourd'hui, c'est lui qui prend, mais j'ai l'impression qu'il prend un peu pour tout le monde. Et Dieu sait si Matzneff n'est pas ma tasse de thé. Est-ce que la gauche et la pédophilie, c'est pas une histoire monstrueuse finalement ? Quand on revoit certains articles de Libé à l'époque que j'ai relus récemment, Illustrations même. les illustrations où on voyait une gamine mimant, vous voyez ce que je veux dire, une caresse bucco-génitale à un homme, je me dis, là, il y a quand même un gros problème. Il y a quand même un très, très gros problème. Alors, ce qu'il y a de doublement gênant, c'est que ce sont en général les gens qui ont donné le plus de leçons de morale à la planète entière pendant des décennies, qui aujourd'hui se retrouvent un peu gênés aux entournures quand on ressort ce qu'ils ont balancé à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là où est le problème. Quand vous prenez ce qu'écrivait Libé à l'époque, ça dépassait mais tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer. Libé, qui, en termes de journal d'honneur de leçons, doit être pas loin d'avoir la médaille d'or. Je pense depuis très longtemps. Avec Le Monde qui faisait la même chose. Avec Le Monde qui faisait la même chose. Quand on entend Bernard Kouchner, qu'on lui dit vous avez signé la pétition contre la condamnation de 3 personnes accusées de pédophilie, je crois que c'était à Versailles, il répond d'un geste de main moi j'ai signé parce que Jack Lang m'avait demandé de signer. Heureusement que Jack Lang ne lui a pas demandé de signer son arrêt de mort parce qu'il aurait eu quelques problèmes après. C'est tout ça. Et puis, ce qui me gêne, c'est la facilité des gens qui, à l'époque, défendaient ça, de se dédouanant, de dire on m'a demandé de signer, j'ai signé. Oui, à l'époque, on n'avait pas de problème avec la morale, etc. C'est ce que je trouve vraiment de plus malsain. On va laisser chacun de nos sociétaires donner son sentiment. C'est un sujet, bien évidemment, qui est délicat. Constance Prazel, après tout, vous allez ouvrir le bal, si j'ose dire, des commentaires. C'est pas si simple, mais je vous cède la parole bien volontiers sur cette question. Je pense qu'il n'y aura pas de grand procès de Nuremberg de la pédophilie. Il y a une affaire Matzneff, mais il n'y aura pas de procès sur la pédophilie. Pourquoi on s'attaque à Matzneff ? Parce qu'il l'identifiait comme descendant de Russes blancs, ayant tenu des positions conservatrices, etc. Donc c'est très commode de s'attaquer à lui. Soit dit en passant, j'ai entendu des gens très bien, de droite, définir précisément parce qu'il est descendant de Russes blancs, parce qu'il tient des positions conservatrices, qu'on n'avait pas le droit de l'attaquer, alors même que ce qu'il a fait est indéfendable. Donc il n'y aura pas de procès pour la pédophilie, tout simplement, contre la pédophilie, tout simplement, comme on le disait à l'instant, parce que il y a plein de gens très haut placés, très, très en vue, pour ne pas citer Philippe Solers, Jack Lang, etc., qui sont parfaitement à l'aise avec ça, et eux, c'est pas question de toucher à ces personnes-là. On disait tout à l'heure, oui, aujourd'hui, on peut plus faire une blague sans se faire attaquer, alors qu'il y a quelques années, c'était pas le cas. Mais en fait, c'est toujours le même problème, c'est qu'il y a des choses qui sont autorisées par certaines personnes et d'autres qui le sont pas. Tout simplement que le curseur s'est déplacé, mais dans le cas précis de la pédophilie, les personnes qui ont défendu ce système-là, elles ont toujours pignon sur rue. Ça ne change pas. Ça ne changera pas. Je ne vois pas aujourd'hui, après l'affaire Matzneff, avoir un procès de Jack Lang ou Cohn-Bendit. Ça, il n'y en aura pas. Ça, pour moi, c'est le premier aspect de ce scandale. Il n'y en aura pas, ou est-ce que vous souhaitez qu'il y en ait un ? J'aimerais qu'on détermine le fait que des actes... S'ils sont coupables, bien évidemment. Ceux qui sont coupables, évidemment. Qu'on mette en cause le système qu'il y a derrière tout ça. Des actes déviants, il y en a toujours eu. Le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils ont érigé en système un libertarisme moral qui mène à ça. Et à travers les pétitions qu'ils ont signées. Exactement. Et à travers tout le discours d'abolir les limites entre enfants et adultes, etc. Et ce procès-là, ça me paraît... Je souhaiterais qu'il ait lieu, mais il n'aura pas lieu. Et la deuxième chose qui est intéressante et qui est même passionnante dans ce débat, c'est le fameux lien entre littérature et morale. On a toujours déconnecté la littérature de la morale, mais aujourd'hui, on fait plus attention. Non, c'est faux. Mais non, c'est faux. La littérature est pleine... Montaigne, on étudie Montaigne, si on regardait l'homme qui a laissé ses enfants parce qu'il y avait la peste à Bordeaux et qui s'est enfui, on ne l'étudierait pas. Alors, c'est pas dissocier la littérature et la morale. C'est dissocier la vie de l'écrivain par rapport à ce qu'il écrit. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Ensuite, déjà, ça, c'est la première chose. Est-ce qu'on condamne un écrivain par rapport à ses faits ou par rapport à ce qu'il écrit ? Et ensuite, ce qu'il écrit en soi, est-ce que c'est moral ou non ? Je veux dire, la littérature est pleine d'immoralité depuis la nuit des temps. L'Iliade, ça commence par un cocufiage dans la plus grande largeur. Donc l'immoralité... Et qu'un Abel dans la Bible. Et qu'un Abel dans la Bible. C'était le deuxième exemple que j'avais cité. Donc l'immoralité dans la littérature, ça a toujours existé. Le problème, c'est le lien entre la vie de l'écrivain et ce qu'il écrit, primo, et ensuite, est-ce que cette immoralité est érigée en système et comme norme ? Des choses immorales dans la littérature, il y en a, c'est pas pour autant qu'on vous explique que ça doit être le fin du fin, que c'est l'idéal, etc. On peut avoir des choses immorales dans la littérature, il y en a plein, mais est-ce qu'in fine, la littérature, elle élève ou elle abaisse ? Je pense pas que ce soit le cas des œuvres de Gabriel Matzneff. Stéphanie,
Puisque j'ai donné la parole à Constance, à vous aussi, votre point de vue. Alors, je suis tout à fait en phase avec l'analyse de Constance et je trouve que ce sujet est apocalyptique, véritablement. Alors, je suis d'accord aussi. Oui, mais par contre, faut-il brûler Matzneff ? Alors, je trouve que notre époque a vraiment le chic pour s'attaquer aux conséquences et pas aux causes. Moi, si je vais brûler quelqu'un, ce serait Jean-Jacques Rousseau, à la limite. Vous voyez ? Mais c'est trop tard, c'est bête, hein ? Jean-Jacques Rousseau qui nous dit que l'homme naît naturellement bon et que c'est la société qui le pervertit. Alors, la cause de tout ça, et c'est ce que vous disiez très bien, s'arrêter à Gabriel Matzneff, c'est un peu facile. C'est le système qui est derrière tout ça qu'il faudrait dénoncer. Et ce système, il est né avec cette mauvaise littérature qui consiste à penser que l'homme naît naturellement bon et donc à se dégager de toute réalité. C'est terrible. Et cette réalité, et là, en un mot, c'est nier le péché originel. Et donc, on n'a plus besoin d'éduquer les enfants. C'est interdit d'interdire, et on arrive à mai 68, et c'est jouir sans entrave. Et pourquoi pas ? L'homme est naturellement bon, c'est formidable. Et alors, ça va très loin. Ça va très loin parce que... Finalement, on s'aperçoit que cette pornographie omnipotente, omniprésente, a d'abord un but très précis, mais j'y reviendrai, mais on la voit apparaître avec, par exemple, cette bonne habitude que certaines mères de famille ont pris, sans même se poser la question, d'emmener leur jeune fille de 13 ans chez le gynécologue. Comme je dirais en bonne campagnarde, on n'emmène plus les vaches chez le taureau, parce que quand on l'emmène au taureau, c'est pour faire des petits, d'accord ? C'est pas pour lui faire prendre une pilule pour qu'elle puisse servir de proie à n'importe quel prédateur, précisément, qui pourra jouir d'elle comme d'un objet, puisqu'il n'y aura plus aucun risque de procréation derrière tout ça. Donc on est devant une monstruosité. On a transformé peut-être l'incarnation de la plus belle chose qui est l'amour et qui s'incarne derrière la potentielle vie qui peut naître de cet amour. Donc c'est dramatique. Et comment faire rêver des jeunes ? Comment leur donner de l'espoir et de l'espérance dans un monde aussi noirci ? Et je dirais d'ailleurs que quand une société en arrive à donner en pâture ces jeunes filles à des prédateurs, c'est qu'on est vraiment au fond du trou, et vous me permettrez cette expression. Alors... Du coup, j'ai quand même écrit un livre sur le sujet qui s'appelle « La chasteté ou le chaos ». Ce livre, je l'ai écrit il y a un certain nombre d'années, pas tant que ça, mais quand même, il y a 3 ans, et je m'aperçois tous les jours que j'ai bien fait de l'écrire. Et donc, je vais jusqu'au bout de la question. Quand on nous a parlé tout à l'heure de Greta Thunberg, ou quand on nous parle de politique, eh bien, derrière tout cela, il y a... Et Solzhenitsyn le dit très bien, il y a un enjeu très spécifique qui est le contrôle des populations. Je les contrôle si je les rends dépendantes, si je les rends addictes. Addictes à quoi alors ? Dépendantes à quoi ? Dépendantes à l'argent et au sexe. Et en plus, j'entache leur propre vision d'eux-mêmes. Donc je les neutralise en les salissant. Voyez ? Donc c'est terrible. Et d'ailleurs, tous ces gens qui ont vécu ces traumatismes se sentent salis et toute leur vie, ils vont porter quelque chose. Et donc, c'est quoi derrière le but ? C'est le contrôle des populations, le contrôle par la dépendance et la dépendance au sexe. Donc, il est temps pour nous de réagir. Et je n'attends effectivement pas un Nuremberg de la pédophilie, mais par contre que les populations, que le bon peuple de France se réveille contre ces prédateurs. Alors, je pose une question. Je vais passer la parole aux garçons, aux hommes. Je vais vous passer, Pierre, la parole dans un instant. Est-ce que néanmoins, par exemple, il y a une jurisprudence qui est née, ce que j'appelle moi la jurisprudence Barbarin, il lui est reproché de ne pas avoir dénoncé un pédophile et d'avoir été en la matière silencieux et inerte. Et donc, il est en procès pour cela. Est-ce qu'il faut étendre
cette jurisprudence Barbarin à des personnalités comme Serge July de Libération, qui a couvert cela, Antoine Gallimard, qui a publié le journal pédophile de Mazenef, ou dans l'affaire le Squarnec de ce prédateur médecin, poursuivre le président de l'Ordre des médecins du département, qui dès 2005 savait de quoi il en retournait, puisque ce médecin avait été condamné pour détention d'images pédopornographiques. Donc est-ce qu'il faut que cette jurisprudence Barbarin, qu'on applique à l'Église, il faut l'appliquer à tout le monde? Ou à personne? Je pose la question à tous les deux, mais Stéphanie, Pierre, et puis après je vous donnerai le truc, mais l'un et l'autre d'ailleurs, c'est... Et toute personne qui le souhaite, bien sûr. Ce que je condamne et que je... En fait, si vous voulez, là, je crois que ça dépasse toute idée même de juridique ou de... Je condamne le manque de courage et l'hypocrisie de façon mais catégorique. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre « La chasteté ou le chaos », qui a beaucoup fait rire, mais qui est pour moi une preuve, si vous voulez, je l'ai fait comme un acte de courage. Et c'est ce que j'attends, en fait, de personnes qui sont censées nous diriger, c'est cet acte de courage. Et de dire que la chasteté, c'est pas forcément la virginité, que c'est une gestion de soi pour être libre, et que j'aimerais savoir d'un écologiste comment il entreprend l'écologie sans commencer par être capable de maîtriser ses pulsions et de ne pas voir l'autre et la création comme un objet de consommation. Parce qu'à ce moment-là, s'il est interdit d'interdire, alors le monde est un objet que je peux consommer, et y compris l'autre. Et c'est pour ça que je parlais de ces femmes qui emmènent leurs filles voir le gynécologue à 13 ans. Ce qu'il faut leur apprendre aux jeunes filles, c'est qu'elles sont détentrices d'un trésor qui est cette fameuse virginité, et qu'il ne faut pas la donner à n'importe qui et dans n'importe quelle circonstance. Et ça, c'est humainement, mais je pense qu'il faut vraiment revenir à ça. Et ces gens-là, en passant par Rousseau, Mazenef, ces années 60, sont un fléau pour l'humanité. On va perdre notre liberté, notre libre arbitre. C'est dramatique. Pierre, voilà. Gentillet. Je commence sur quoi ? Jurisprudence Barbarin, la même question. Est-ce qu'il faut l'étendre à des personnalités qui savaient en connaissance de cause ce qui se passait, qui sont restés silencieux et inertes, et qui devront être poursuivis de la même façon que le cardinal l'est 20 ans après les faits qui sont reprochés au prêtre Prénat, je crois. Prénat. Mais écoutez, je ne sais pas s'il faut l'étendre, mais en tout cas, si on l'étend, il va y avoir du monde en prison. Je veux dire, vous parliez d'un Nuremberg de la pédophilie. Moi, j'avais mémoire dans le procès de Nuremberg, j'étais pas né, rassurez-vous, qu'il y avait 24 accusés au box-office. Là, il n'y en a qu'un. C'est dans le box. Dans le box-office. J'ai dit quoi ? Box-office. C'est pas grave. Il y avait 24... 3 coupés au montage, là. 24 accusés. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un, c'est Gabriel Mazenef. Donc, on se déchaîne sur Gabriel Mazenef. En plus, on exhume une vieille émission de vieux propos. Alors, je sais bien qu'il y a un livre qui est sorti, qui met de l'actualité. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne. Or, quand on regarde un peu les réseaux sociaux depuis quelques semaines, qu'est-ce qu'on voit ? Ce que vous avez dit en partie, c'est qu'effectivement, on a une pluie de tweets de gens qui avancent des extraits vidéo, même certains extraits vidéo d'ailleurs que je n'avais pas vus, de Cohn-Bendit, où il parle de son rapport aux enfants d'une façon encore plus claire. Et ça, aucune presse mainstream, en tout cas, il faut me le montrer, je n'ai vu aucun article de presse là-dessus. Si, pour reprendre le 2 poids 2 mesures que vous avez souligné avec Barbarin, si une vidéo qui avait fait 2-3 retweets sur Twitter à propos du cardinal Barbarin, à propos de tel prêtre était sortie, ça aurait été le 20h. Là, on a les extraits sur Cohn-Bendit. On peut continuer, on a des extraits sur Michel Pollack, qui est mort aussi, mais on a des extraits sur... Il y a plein d'histoires aussi sur Jack Lang, sur d'anciens ministres. Sur ceux qui ont signé la pétition, qui sont encore vivants. Et surtout ceux qui ont signé cette pétition fantastique, qui était dans Libération, avec une illustration absolument dégoûtante. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça en fait que je vais répondre à votre question et en même temps à ce qu'on disait sur le Nuremberg de la pédophilie, moi, à chaque fois que la presse, en règle générale et de façon collective, s'émeut sur quelque chose, je m'en méfie. Vous voyez, Greta Thunberg, typiquement, ça c'est une construction médiatique. On s'est ému sur Greta Thunberg. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire du petit Ilan, le petit Ilan, ce petit enfant qui était sur la plage et qui en fait était une façon pour la presse, et puis aussi derrière avec Bernard-Henri Lévy, avec tous nos maîtres en morale, pour justement venir nous dicter la morale. Là, si on va plus loin, et c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas effectivement de Nuremberg de la pédophilie,
Si on va plus loin, on va déterrer des choses amusantes. Effectivement, il va falloir parler de Cohn-Bendit. Cohn-Bendit qui est toujours sur les plateaux télé aujourd'hui. Rappelez-vous, Bayrou, quand Bayrou a essayé de lui Bien sûr, Bayrou a essayé dans un débat dans les fait... années 2000 absolument mémorable, mais voyez à quel point il se c'est Bayrou qui prend. Et en réalité, quelle est la raison Cohn-Bendit. profonde de ça? Il fait la Bombardier des années 2000. Si je puis me permettre, il y a quand même une raison à ça. C'est que le point commun des gens que j'ai cités, Jack Lang, Pollack, Frédéric Mitterrand, qui a sorti un livre quand même pour en parler, c'est que tous ces gens-là appartiennent à un mouvement qui a eu son âge d'or dans les années 70-80, qui est le mouvement libertaire, qui est le mouvement qui s'est construit, enfin qui a eu son... Les libertaires sont plus vieux, mais qui a eu vraiment son apogée après mai 68. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Nanterre, dans les campus de Nanterre, dans les années 70. Il y a eu des reportages là-dessus, il faut aller voir, il faut que les gens qui regardent cette émission aillent voir ce qui s'est passé à Nanterre. Donc, c'est pour ça que j'en termine par là. Si on fait un Nuremberg de la pédophilie aujourd'hui, ça va mettre très mal à l'aise la presse. Parce que la presse aujourd'hui, et je parle de la presse mainstream, la presse d'État, la presse France Inter, la presse France Info, ce sont des journalistes qui majoritairement sont des 68 heures ou des enfants des 68 heures. Je termine par un exemple. Jordan Bardella passait il y a une semaine, je crois, sur France Info. Il répondait sur l'affaire Maznef en disant, c'est intéressant, personne ne va attaquer Cohn-Bendit. Systématiquement, il y a eu un réflexe quasi pavlovien de journaliste en disant mais non, vous pouvez pas, il n'a pas été condamné, etc., etc. Oui, il n'a pas été condamné, Maznef non plus. Et c'est une vieille émission, c'est exactement le même contexte. Et c'est une émission avec Bernard Pivot, c'est exactement la même chose. Donc vous voyez, pour ça j'en termine par là, je vous laisse parler, c'est vraiment le 2 poids 2 mesures dans cette affaire, mais c'est normal et on n'ira pas plus loin parce que sinon on va mettre en procès mai 68. Alors, Constance, je vous donne la parole tout de suite, Nicolas. Constance, vous vouliez rajouter un mot, je vous dis, en vous précisant quand même, parce que le personnage de Maznef est un personnage complexe. En 2017, dans Le Point, où il écrivait jusqu'à il y a peu, il soutenait Jean-Luc Mélenchon. Il a voté Jean-Luc Mélenchon par refus de voter pour Madame Le Pen au deuxième tour. Donc, que ce soit bien clair, c'est Mélenchon qu'il soutenait. Oui, je voulais rapidement, mais très rapidement, filer la métaphore du procès de Nuremberg. Bon. Ceux qui ont quelques notions d'histoire savent que c'est un procès compliqué parce que qui étaient vraiment les juges, est-ce que tous les accusés étaient là? Là, c'est une image, voilà. bien sûr. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. Effectivement, qu'est-ce qu'il a fait le procès de Nuremberg? Bon, il a condamné certains coupables et puis au bout d'un moment, en Allemagne, on s'est dit la dénazification, stop. On ne va pas faire ça ad vitam aeternam. On a mis fin au procès de dénazification en Allemagne. Par contre, on s'est dit avec des limites, etc., mais vous allez voir l'analogie, la véritable efficacité, c'est pas de poursuivre tous les anciens nazis un par un, c'est de construire un logiciel politique alternatif et couper le mal à sa racine. Bon, ça vaut ce que ça vaut, on sait qu'il y a des présupposés idéologiques derrière, tout ça, etc. Mais si on utilise cette analogie, qu'est-ce que ça voudrait nous dire? Ça voudrait dire qu'on ne peut pas, effectivement, tous mitrailler tous les pédophiles un par un. Par contre, il faut se poser la question de la racine du mal. Et ça, on ne le fera pas. Ça, c'est très clair. Nicolas Gauthier, je vous donne la parole maintenant. À propos de Cohn-Bendit, il y a quand même une graduation dans les turpitudes. Cohn-Bendit, lorsqu'il raconte devant un Paul Gutt absolument éberlué chez Bernard Pivot qu'il aime que des enfants de 5 ans jouent dans sa braguette, là on est vraiment dans le cas de la pédophilie stricto sensu. Le cas de Maznef peut être un petit peu légèrement différent, parce qu'être avec des filles ou des jeunes garçons pubères, on est dans le domaine de l'éphémophilie. Quoi qu'il en soit. Mais il y a quand même une graduation dans l'horreur. Dans l'horreur. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces gens-là disent « Oui, mais l'époque voulait ça ». Et j'ai trouvé dans le Monde, il y a peu de temps, une tribune signée par une femme écrivain, Sylvie Brunel, qui n'est pas spécialement de droite, et qui dit « Excusez-moi, ne croyez pas que l'époque était libertine ou tolérante, cette complaisance ne reflétait absolument pas les mœurs de l'époque. La France profonde n'en pensait pas moins, mais n'avait pas voix au chapitre. » Donc, quand on parle d'une époque, c'est une époque qui est circonscrite à un petit milieu de la République des lettres, qui se mélange, là, on peut même parler de grande partouze entre le politique, le showbiz. On a affaire magistrature. La magistrature, et même quelques clercs, malheureusement. Pour eux, je pense, dans la graduation de l'horreur, c'est encore plus grave. Quand on est un prêtre. C'est pour ça qu'il faut qu'il sache chasser encore. C'est encore plus grave. C'est plus grave que Polanski. Mais sans essentialiser le peuple ou l'idéaliser, il y a quand même, on peut revenir, et là quand on parle de logiciels propices à maintenir ce genre de turpitude, c'est revenir à ce qu'était la décence commune théorisée par George Orwell, c'est qu'un homme, ça s'empêche. On ne peut pas empêcher les gens d'avoir des pulsions, fût-elles vraiment déviantes, mais ça s'empêche parce que ça ne se fait pas.
et des choses qui ne se font pas. Et quand Sylvie Brunel parle d'une espèce de réflexe on dirait aujourd'hui des beaufs, ben, eux savent peut-être plus naturellement qu'il y a des choses qui ne se font pas parce qu'ils ne sont pas dans un tourbillon de paillettes, de strass, d'argent, où tout paraît facile, parce qu'il y a aussi une dimension sociale à ne pas négliger dans tout ça, au-delà de la turpitude sexuelle. C'est qu'on n'a jamais vu un adulte pauvre pervertir une petite fille riche. C'est quand on relit la correspondance de Monterland, de Gide, pendant l'occupation, c'est à l'époque des tickets de rationnement, c'est facile d'obtenir les faveurs d'un enfant contre un paquet de cigarettes ou un bout de chocolat. Donc il y a encore cette dimension d'exploitation, quasiment de lutte des classes, qui vient encore rajouter une couche dans l'épouvante. Là, c'est vraiment le domaine de l'exploitation. Et qu'on peut, vu que, je ne sais pas si un Nuremberg est une bonne idée, je ne suis pas sûr que le premier procès où des vainqueurs jugent les vaincus, je ne suis pas sûr que ce soit une idée du siècle non plus. Mais les mêmes qui s'affolent maintenant, parce qu'il ne faut pas oublier que cette petite caste médiatique a été la plus libertaire, maintenant ça devient la plus puritaine. Mais quand ces gens s'indignent effectivement avec un peu de retard sur Matzneff qui possède le corps d'enfants, d'adolescents, ce sont les mêmes qui vont être pour la GPA. Et comme je ne vois pas le néo-puritanisme ambiant, je ne vois pas au nom de quoi ça serait absolument ignoble de louer le ventre d'une prostituée pendant 10 minutes douche comprises, alors que pendant 9 mois, effectivement, il n'y aurait aucun problème, ce serait même un progrès pour la société. Donc je pense qu'il y a peut-être encore beaucoup de choses dans ce domaine-là à prendre en compte. Vous soulevez un vrai problème. Plus que de persécuter. Ou l'abaissement de l'âge du consentement. Vous soulevez un vrai problème, c'est que... Plutôt que de se venger sur Matzneff, qui ne bénéficie pas des mêmes réseaux que Cohn-Bendit, qui est vieillissant, qui a été lâché par Gallimard, qui a été lâché par tout le monde. Nicolas Gauthier, vous soulevez un autre problème qui est celui du fait que la pédophilie dans cette époque-là a été considérée comme un acquis sexuel, si on peut utiliser ce terme-là. Par une minorité de gens. Par une minorité de gens, comme un acquis sexuel qu'ils ont voulu imposer à tous. Et là, 30 ans plus tard, ils n'y arrivent pas. Il y a le retour de bâton. Et je pense que ce retour de bâton se fera sur d'autres acquis qu'on nous dit sexuellement admissibles et qui ne le sont pas. Et il ne faut pas oublier aussi un petit détail, c'est que tous ces gens ont toujours vécu à l'heure américaine. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on a vécu aux États-Unis, mais on a toujours un petit peu quelques années de retard. Hollywood et Le Monde qui nous montrent la libération sexuelle, l'alcool, le sexe de groupe, tout ça c'est magnifique. Et maintenant, c'est devenu les plus puritains. Et le malheureux acteur qui a le malheur de faire un compliment à une jeune fille, c'est tout juste comme s'il avait violé. Mais ça, entre débauche et puritanisme, c'est tout le récit de l'Amérique. Philippe. Je suis assez d'accord avec une chose qu'a dite Nicolas Gauthier, c'est qu'il y a aussi un problème de classe. Parce que quand Matzneff va aux Philippines, c'est les gamines des bidonvilles, ou les gamins des bidonvilles, que ce soit aux Philippines, que ce soit en Thaïlande. Un film fabuleux dans ce domaine, il est sorti, je ne sais pas, il y a 4-5 ans, ça se passe à Marrakech, c'est Too Much Love. Et ça montre la prostitution à Marrakech, prostitution des femmes, prostitution des hommes et prostitution des enfants. Et on se rend compte d'un truc absolument terrible, parce que prendre le mal à la racine, je vais faire du Brigitte Lahaie en n'ayant pas son talent, pour limiter les pulsions négatives des gens, notamment pédophiles en termes sexuels, c'est qu'il faut faire sauter beaucoup de tabous et parler librement de sexualité. Parce que désolé, la sexualité, ça existe. La sexualité, ça ne sert pas qu'à faire des enfants. Comme dirait un de mes amis psychanalystes, il dit une chose très juste, il dit « c'est pas parce que la nurserie est fermée qu'il faut fermer la salle de jeu ». Et c'est quand même assez intéressant. Faire l'amour, ça ne sert pas qu'à faire des enfants, ça sert avant tout pour le plaisir. Pour faire des enfants, c'est 1, 2, 3 fois dans sa vie, elle est peut-être un peu plus si on veut, ça après c'est la liberté de chacun, mais ça ne sert pas qu'à ça. Et quand on voit ce film, il est absolument fabuleux. On voit par exemple les Saoudiens qui traitent les femmes, les prostituées marocaines, mais comme du bétail. Et il n'y a pas un pays qui a plus de tabous que l'Arabie Saoudite, où les femmes et les hommes vivent séparés. Où dans les galeries marchandes, il y a les restaurants pour hommes, les restaurants pour femmes. C'est le pays qui a le plus de tabous et c'est le pays où ils sont les plus infects avec les femmes qui vont voir à Marrakech. Ce film, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, est absolument fabuleux. Il faut le voir, c'est impératif. Et d'ailleurs, je tiens à dire un truc, c'est que l'actrice principale et le réalisateur ont dû quitter le Maroc parce qu'ils avaient, je crois, des fatwas sur eux et l'actrice avait été tabassée par la police dans un commissariat quand même. Et d'ailleurs, Philippe Mais le David... problème du Maroc, c'est le roi aussi. Oui, mais Philippe David, non, c'est pas si simple que ça. Dans le choix de Marrakech, certaines personnalités ont choisi Marrakech non pas pour le soleil et pour la classe,
mais parce qu'il y avait cela. Absolument, et ça, on est entièrement d'accord. Allez, Gabriel Mazneff, et vous avez tout dit, pardon, j'ai coupé la parole à personne, non, voilà, parce qu'après on me le reproche, je me dis, Martial, t'as pas empêché Pierre de parler à nouveau. Gabriel Mazneff était encensé dans les salons parisiens, en tout cas jamais dans Bistrot. Oui, nous n'avons jamais invité cette personne sur TV Liberté. Philippe David, radicalement contre la pédophilie, parce que très à cheval sur les principes, et en plus je suis l'ami des chevaux, comme tous les Philippe. Philippe était étymologiquement, bien évidemment, l'ami des chevaux. Du grec Phil Hippos. Voilà, comme chacun sait. Sur la littérature pédophile, la vie est collégiale, bah, voilà. Vous êtes joli en tirant la langue, hein, super. Alors, attention, si ta main te mène au péché, coupe-la, mieux vaut entrer manchot au royaume des cieux qu'avec les deux mains dans la géhenne. Par ce qui nous concerne, je vous laisse en faire l'application. Voilà. Ça, c'est plus religieux et ça parlera à ceux qui comprennent. Regard sur Mazneff. Hier, écrivain qui sacralise la pédophilie. Aujourd'hui, pédophile qui pourrit la littérature. Ça, c'est beaucoup plus clair et c'est parfaitement exact. La pédophilie, tout le monde est contre. Dit Pivot, surtout aujourd'hui. Voilà. Bon, allez, pour dire aussi quand même que Pivot, il a eu le courage d'inviter tout le monde dans Apostrophe. Il faut aussi quand même le dire parce que, voilà, il faut être honnête, il a été un des seuls qui a pu inviter Vincenot, Bardèche et tant d'autres. Puis s'il a invité Christine Angot, là, on peut dire qu'il a vraiment eu beaucoup de courage. Oui, il a eu beaucoup de courage avec Christine. Les idéologues pédophiles se sont faits discrets par pudeur. Le paradis des pédophiles, eh bien, c'est notre enfer. Voilà, c'est sur cette note-là que nous allons passer à un sujet, bon, elle est beaucoup plus sympathique, entre guillemets, yes. Voilà, c'est notre rubrique Confession. Nous avons acheté Une Voix comme une grande chaîne de télévision française et nous avons le même style de voix, celle d'Arnaud. Écoutez. Quel fait d'actualité vous a le plus marqué au cours des derniers mois? Alors là, sans la moindre hésitation, l'avènement de Sainte Greta. C'est votre côté croyant. Oui, non, moi je suis plutôt assez laïcard. Mon avant-dernier livre s'appelait Viron-Dieu du débat politique. Il était sorti, je l'avais écrit suite à l'attentat de Charlie. Et alors, l'avènement de Sainte Greta, là, ça a dépassé. Vous savez, comme dans un film célèbre avec Jacques Villeray et Thierry Lhermitte. Quand Thierry Lhermitte dit « ça dépasse tout ce que j'imaginais », là, avec Sainte Greta, ça a dépassé tout ce que j'imaginais. C'est-à-dire comment cette petite, une gamine de 16 ans... Vous êtes bienveillant et gentil. Oui, non, mais alors là, ça dépasse tout ce qu'on imagine. Comment une gamine de 16 ans peut balancer tout et n'importe quoi sur le climat alors qu'elle n'a aucune compétence? C'est faux, elle voit l'oxygène à l'œil nu. Oui, voyons. non, le CO2. Le CO2, Le vous avez dioxyde raison, de le carbone. CO2. C'est pas la même chose que l'oxygène. Oui, ça aurait été plus pratique. Sa mère dit qu'elle voit le dioxyde de carbone à l'œil nu. Là, c'est vraiment le truc qu'on n'imaginait même pas. Elle va à New York en voilier pour défendre l'environnement, mais tout son équipage rentre en Boeing ou en Airbus. C'est vraiment... Mais elle est sincère. Ça, j'ai des doutes. Et puis, non, mais attendez, la meilleure, c'est quand même, quand elle vient à l'Assemblée nationale, on lui déroule le tapis rouge, bienvenue Sainte Greta, alléluia. Et quelques jours après, elle porte plainte contre la France, parce que la France pollue trop, à son avis. Si elle avait porté plainte contre les États-Unis, la Chine ou l'Inde, qui polluent, mais 50 fois plus que nous, ça aurait été logique. Vous savez, moi, Greta Thunberg, quand j'ai vu qu'elle a porté plainte contre la France après avoir été reçue avec le tapis rouge à l'Assemblée nationale, elle m'a fait penser à ces enfants, vous savez, que vous faites sauter sur vos genoux parce qu'ils vous le demandent et qui, pour vous remercier, vous font pipi dessus. Ben, Greta Thunberg, c'est exactement ça. Bon, ben nous voilà servis. Heureusement que c'est bienveillant. Bon, c'est bien vu. Allez, on poursuit dans les questions. Questions. Quel est votre héros dans la fiction? Dans la fiction, Philippe David, dans la fiction. Hein. Alors, je peux en donner deux. Oh, allez. Allez, deux. Allez. C'est deux héros de BD dans la fiction, c'est Astérix et Tintin. Oui. Parce que c'est les BD qui ont bercé mon enfance. J'ai lu tous les Astérix, tous les Tintins. Même si je trouve que Astérix a baissé de qualité depuis quelques années. C'est un euphémisme. Comment? C'est un Ah euphémisme. oui, non, ça a beaucoup baissé de qualité à l'époque où il y On ne avait remplace pas René Goscinny comme ça. Hein. On est bien d'accord, on ne remplace pas Goscinny comme ça. Et parce que Astérix, c'est vraiment le côté gaulois, franchouillard, j'adore avec le côté Obélix quand ils font le tour de Gaulle. Puis c'était génial, quand on était enfant, on découvrait les noms des villes en latin.
Gézocribade qui était le Conquet, c'est Bourvaux qui était la Bourboule, etc. Et j'ai adoré Astérix, et alors j'ai adoré aussi Tintin, parce que Tintin, c'est le côté héros. Et puis Tintin, on voyageait. Moi, mon préféré, c'était le Lotus Bleu, parce que j'étais fasciné par l'Asie avant d'y aller. Et depuis, dans mon ancienne vie l'Asie des années 20 en plus. Comment ? L'Asie des années 20, si je Oui, puis l'Asie dire. des années 20, avec les fubris d'opium, etc. Absolument. Absolument. Et qui raconte des événements historiques, parce que qui on sont apprend un inspirés- peu l'histoire avec ça. Notamment avec l'annexion du Manchukuo. Oui, effectivement, l'attaque japonaise Sur la 1931. Manchurie, Tout à fait. Oui, mais bien Non, sûr. parce qu'il a raison. On peut faire le quart d'heure Asie. Non, mais j'ai la même passion que lui pour Tintin. C'est pour Ah ça bah que j'ai je rebondis marqué là, je là-dessus. suis content. Et donc, c'est Astérix et Tintin. Couchez Le Milou. Tintin, c'est ce qui m'a permis de voyager imaginairement pendant des années. Et je trouve que c'est un super héros de BD. Bon, on et est alors d'accord. après, c'est pas un héros, mais il m'a beaucoup fait rire, Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, pourquoi pas. Et si vous étiez un livre? Alors là, vous savez, Ne excusez-moi, me dites pas mes mots du jour aux émissions fauves. hein. C'est moi qui fais la pub, c'est pas vous. Je suis pas aussi pédant. Alors, un livre, excusez-moi, je vais retourner à l'Asie. Je ne sais jamais si c'est Confucius ou Lao Tzu qui a dit l'enfance, c'est le point d'eau, on y revient toujours. Le livre, sans hésiter, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Parce que c'est le livre qui a bercé mon enfance. Et c'est un livre extraordinaire. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais pitchoun, je ne sais pas combien de fois. Mais alors, et c'est un livre, même aujourd'hui, à plus de 50 ans, je peux le relire. En lisant ce livre, je rêve. Donc, sans hésiter, Le Petit Prince de Saint-Ex. Le Petit Prince de Saint-Exupéry, très bien. Question. Que chantez-vous sous la douche? Que chantez-vous sous la douche? Tout. C'est non. sur des grandes douches. Oui, non, parce que je vais vous avouer, j'ai des goûts musicaux très éclectiques. Très éclectiques. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie précédente. Je suis polyglotte, donc ça aide pour mieux comprendre les paroles, etc. Alors, j'adore la variété française. Oh, ça, je comprends les paroles aussi. Oui. Enfin, francophone, on va dire, parce que j'aime beaucoup Céline Dion ou je sais pas moi, Morane qui était belge. J'adore la musique brésilienne, qui n'est pas celle qui n'est pas connue en France. La musique populaire brésilienne qui est souvent très calquée sur la chanson française. La Bolsonaro, très La Bolsonaro, oui. J'adore la musique américaine. Alors que ce soit les grands crooners comme Nat King Cole ou Sinatra, ou alors la country music. J'aime beaucoup la country music, par exemple. Moi aussi, Dolly Parton. Ah oui, Voilà, pour son physique. Pour sa voix. D'accord. Non, mais Dolly Parton, elle est décédée il y a quelques années, mais c'était... Non, elle n'est pas décédée. Non, Elle elle va est très bien. Elle va très bien. Ah, Elle est en pleine forme. Elle vous embrasse d'ailleurs. Ah bon, Un peu de non, Dolly bienveillance, Parton, hein. c'est pas mal. Oui. Dolly Parton, c'est pas mal. Et puis après, j'aime bien le classique. J'aime bien certains trucs en rap qui sont pas mal. Ah ouais, carrément. Il y a une chanson de rap que j'adore de MC Solar, c'est « Il veut faire de la politique pour être un gangster moderne ». Je trouve que c'est quand même assez extraordinaire. Et quand on écoute les paroles, ça veut dire quelque chose en plus. Sa dernière chanson, c'était Sonotone. J'ai pas du tout aimé. Oui. Pourquoi ? C'est l'histoire d'un vieux qui commence à avoir un sonotone. Ah, J'ai pas trouvé d'accord. ça. Alors, je ne connais pas celle-là. du tout. Et puis après, j'aime bien des trucs classiques. J'adore Eric Satie en classique. Ah, quand même. Et, Ah oui, c'est quand même très éclectique. Ah, c'est très... Bon, par contre, je chante pas du Eric Satie sous la douche. C'est difficile de c'est chanter les compliqué, Ginobili. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est vrai que Satie sous la douche, c'est difficile. Bon, bah voilà, donc les voisins savent que tout le répertoire peut passer sous la douche. Avec qui aimeriez-vous dîner? Didier Maisto, le président de Sud Bon, Radio. ça m'est arrivé souvent. Alors, pour dîner, je vais vous faire 2 dîners différents. Ah oui, Un allez-y. avec 2 mythes du cinéma français. Alors, on ne peut pas évidemment pas dîner avec des personnes disparues. J'aimerais dîner avec, en même temps, Delon et Belmondo. Parce que c'est 2 acteurs exceptionnels. C'est certainement, maintenant que Gabin, Ventura, etc. sont décédés, je pense que Delon et Belmondo, c'est les 2 derniers grands mythes Et du cinéma Depardieu. français. Oui, et Depardieu. C'est vrai, Chaque fois, je le place Depardieu. Oui, Vous non, avez mais remarqué, Depardieu. déjà une autre fois, alors, j'ai ces dit cas-là, Depardieu. on Ah, mais c'est vrai, met Depardieu. Depardieu. Ouais, on met Depardieu aussi, qui est vraiment très bon. Parce que c'est vraiment des mythes, même si Delon et Belmondo ont commencé en les années 50 avec Bien des sûr. films en noir et blanc, ce qui n'était pas le cas de Depardieu. Et sinon, alors, l'autre personne avec qui j'aime beaucoup dîner, parce que j'ai 2 personnes que je connais bien qui l'ont rencontré, et je pense que vous allez être surpris, ce serait Mikhail Gorbatchev. Ah oui. Parce que Mikhail Gorbatchev est un homme, paraît-il, extraordinairement simple, alors qu'il a quand même eu 10 000 têtes nucléaires sous le doigt pendant quelques années, qu'il a accompagné un renversement phénoménal de son pays qui a implosé suite à sa présidence, même s'il était président du Présidium du Soviet suprême et pas président de l'URSS, et qui aurait pu changer la face du monde quand il y a eu les révoltes
en Allemagne de l'Est, en Hongrie, en Roumanie, il aurait pu envoyer ses chars. Tout le monde sait que l'Occident ne serait pas intervenu, comme en 56 en Hongrie, comme en 68 en Tchécoslovaquie, et il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, ce qui est assez paradoxal, c'est que quelque part, Gorbatchev est quelqu'un qui est très peu aimé en Russie, et j'en parlais il y a quelques jours avec Vladimir Fedorovski, alors qu'aujourd'hui, l'homme politique et historique le plus populaire en Russie, c'est Staline, qui a été quand même le pire tyran de l'histoire de l'URSS, avec plus de 20 millions de morts au compteur. Et c'est quand même assez terrible qu'un homme qui a laissé faire, qui n'a pas envoyé les chars, soit impopulaire, alors que le pire tyran de l'histoire du pays soit le plus populaire. Alors, Depardieu, Delon, Belmondo et un deuxième avec Gorbatchev. Bon, allez, dernière question. Les dernières questions. Que mangeriez-vous sur la tête d'un pouilleux? Alors ça, je veux dire sans hésiter. Alors là, je ne vais pas être franchouillard, par contre, c'est pas français ce que je voudrais manger. Je dis toujours, si on me dit, il te reste un quart d'heure à vivre, je dis, amenez-moi du jabugo ou du guijuelo. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout, mais vous allez me dire ce que c'est. Ce sont les deux... Non, c'est espagnol. Ce sont les deux meilleurs jambons de pata negra en Espagne. Alors le jabugo vient du village de Jabugo en Andalousie, pas très loin de l'Extrémadure, et le guijuelo vient de la province de Salamanque. J'ai même visité le musée El Museo del Jamón, le musée du jambon à Jabugo en Andalousie. Il y a des musées du jambon un peu partout en Espagne quand même. Oui, mais alors ceux-là, c'est les deux meilleurs, c'est les Cinco Jotas. Les 5J, Jamón de Jabugo. Alors je ne sais plus ce que c'est comme l'andouillet de 5K. Je ne sais jamais ce que c'est à la fin. Et c'est, il faut être franc, extraordinaire, ce goût, parce que les porcs, les 3 dernières semaines avant l'abattage, mangent du gland à volonté, ce qui change totalement le goût de la viande, et elle est gras, maigre, et vous laissez fondre ça dans votre bouche, et là, s'il me restait un quart d'heure à vivre, je me dis que j'aurais peut-être un avant-goût du paradis. Voilà, ben là, je vous offre un petit saucisson si vous voulez. Non, allez, dernière question avant. Que dira de vous la postérité? Compliqué. C'est très compliqué. J'espère qu'on dira une phrase très simple. C'était un type bien. Allez, ça me convient. Parfait. Eh bien, allez, c'était un type bien. Allez, on est un rassemblement de types bien. Merci. 2020. La République sans parti? Les partis sont inexistants dans le débat sur la réforme des retraites, tant dans la rue que dans les assemblées. Ils sont incapables d'intéresser les Français aux enjeux des municipales. Les partis politiques se rabougrissent, se fissurent, explosent, puis disparaissent. De Gaulle combattait les partis qui ne pouvaient pas gouverner le pays. 60 ans plus tard, les faits lui donnent-ils raison? Philippe David, là aussi, c'est comme dans le débat sur Maznev, la question est claire et elle se résume en un sondage. D'ailleurs, on utilise rarement les sondages sur TV Liberté, mais globalement, on est tous d'accord sur le fait qu'il doit être assez exact. 9% des Français disent avoir confiance dans le personnel politique et le nombre des adhérents dans les partis politiques français est descendu à un étiage historique puisque on peut considérer que tous les partis ont perdu officiellement la moitié de leurs adhérents en 10 ans. Dans la réalité, on sait que c'est bien plus. C'est 80%. C'est 80%. Et quant à la République En Marche, c'était des gens qui avaient fait un clic sur Internet, qui étaient devenus adhérents. Ça facilite pour faire le chiffre. Donc, est-ce que, à partir de là, c'est la fin des partis? Et quand c'est la fin des partis, c'est finalement De Gaulle qui, depuis 1965, l'avait prophétisé et qui finit par avoir raison, tout de même en 2020. Alors oui, donc très longtemps après, plus de 50 ans après. Je crois qu'il y a un problème qui se pose, c'est la valeur, la monétisation de la parole politique. Et la catastrophe, c'est que depuis 40 ans, la parole politique s'est complètement démonétisée. Je vais vous prendre quelques exemples. 81, c'est le changement. Mitterrand arrive en voulant rompre avec le capitalisme. 11 ans après, il met Bernard Tapie au gouvernement. Ce qui est quand même pas franchement la rupture avec le capitalisme. Hollande a été plus rapide. Hollande, non mais on va faire chronologiquement. Ensuite, Chirac arrive. 83, c'était fini. En 83, c'était fini, c'est le tournant de la rigueur. En 95, Chirac arrive au pouvoir, la fracture sociale, trop d'impôts tue l'impôt. Qu'est-ce qu'il fait avec Juppé? Il devient le super taxeur avec augmentation de la TVA, de tous les impôts. Il fait tout le contraire de ce qu'il a promis. C'est-à-dire que la fiche de paye devenait l'ennemi de l'emploi, etc., etc. Donc ça démonétise. Ensuite arrive Sarkozy. Sarkozy doit passer le Karcher, ça doit être Superman, etc.
Qu'est-ce qu'il y a eu à la fin de Sarkozy? Rien. Et d'ailleurs, je le dis, pourquoi a-t-il été battu? Parce qu'il n'a pas passé le Karcher. Ça, c'est quand même une vraie question. Et on continue. Hollande, il arrive en disant « Mon ennemi, c'est la finance ». Et qu'est-ce qu'il fait? Il casse le code du travail. Si Sarkozy avait fait le quart de la loi El Khomri, toute la gauche aurait crié, aurait hurlé à la casse sociale. Là, c'est Hollande qui l'a fait. Alors derrière arrive Macron, qui, sans mauvais jeu de mots, a mis un grand coup de pied dans les partis en arrivant, parce que justement, il n'avait pas de parti. Il est arrivé, il a dit « C'est moi, je suis hors système », alors qu'en étant énarque et de mémoire inspecteur des finances, c'est la quintessence du système. Et il se fait élire. Pourquoi? Parce que c'est le vide. La parole des partis politiques est totalement démonétisée. Aujourd'hui, vous savez, comme disent, c'est un proverbe anglais que j'aime bien, mais je vais vous le faire en français. Les Anglais, pour critiquer les politiques qui se moquent du monde, disent « Il ment tellement qu'on ne peut même pas croire le contraire de ce qu'il dit. » Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, on est dans un cadre où les politiques mentent tellement qu'on ne peut pas croire le contraire de ce qu'ils disent. Finalement, on ferait peut-être bien. Parce que comme ils font exactement le contraire de ce qu'ils disent, vous voyez ce que je veux dire. Parce que vous recevez des politiques, oui. Ils sont sincères souvent. Non mais là je suis en plus sérieux, Alors, sont sincères. Je vous arrête, oui, très souvent ils sont sincères. Non mais c'est vrai. Très souvent ils sont sincères, mais malheureusement ils sont face à un mur. Ils sont face à un mur. Aujourd'hui, le drame, c'est que le politique ne décide plus de rien, ou presque. La politique monétaire, elle se décide où? À Francfort, par des gens non élus. La politique budgétaire, elle se décide où? À Bruxelles, par des gens non élus qui valident ou pas les 3%. La politique commerciale, protectionnisme, libre-échange, elle se décide à Bruxelles par des gens non élus. Donc en fait, aujourd'hui, un président de la République, il a un seul vrai pouvoir régalien. On parlait d'Eros, on va parler de Thanatos. C'est le feu nucléaire dont on espère tous qu'il ne s'en servira jamais. C'est le dernier pouvoir d'un président de la République française. Les sujets sociétaux. Oui, mais après, voilà, mais comme il peut plus faire de social, comme il n'en a plus les moyens, il fait du sociétal. C'était Jean-François Kahn qui avait dit une phrase très juste il y a une quinzaine d'années dans un de ses livres. Il avait dit, la gauche aujourd'hui, elle est en faillite parce qu'elle a complètement oublié le social pour passer au sociétal. Et il disait, s'il n'y a plus d'usine en France, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-François Kahn. S'il n'y a pas plus d'usine en France, c'est pas grave du moment qu'il y a le mariage gay. Mais ça résume absolument ce que pense la gauche aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, dans les quartiers populaires, les gens ne votent plus à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème des partis politiques, c'est que leur parole est totalement démonétisée. Et aujourd'hui, on a quand même un deuxième problème. Et moi, je reconnais que je connais des politiques de toutes les tendances, avec qui j'ai souvent de très bons rapports. Où est le souci? C'est qu'aujourd'hui, les politiques ne disent plus rien, c'est les communicants qui leur disent ce qu'il faut dire. C'est absolument terrible. Il y a les fiches, passerait l'expression, c'est un peu les fiches de cuisine de la rhétorique, et on récite le catéchisme qu'on doit dire à la radio et à la télé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et en plus, il y a quand même un autre problème, c'est qu'à l'époque, on va revenir 40 ans en arrière, mais vous n'étiez pas né, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous l'avez bien noté. Écoutez... Oui, Pierre Marin, je n'étais pas né. Écoutez la teneur de discours d'un De Gaulle, d'un Pompidou, d'un Giscard d'Estaing, d'un Mitterrand. Mitterrand disait « Je serai le dernier grand président, après moi, il n'y aura plus que des comptables ». Mais il disait la stricte vérité. C'était le dernier président qui avait de la culture. Après, on tapait au cul des vaches, on roulait au salon de l'agriculture, on roulait des mécaniques en disant « Descends, je vais passer le Karcher ». Après, on disait « Mon ennemi, c'est la finance ». Et maintenant, on arrive, les partis n'existent plus. Et ça, c'est très grave, et je termine là-dessus, c'est qu'un pays, et pourtant je ne suis pas très orléaniste, un pays a besoin de corps intermédiaires. Quand on tue les syndicats, il n'y a plus de dialogue social et ça se termine dans la rue, ça peut s'appeler les gilets jaunes. Et quand on tue les partis politiques, qui sont un corps intermédiaire essentiel, on tue le dialogue, on tue la démocratie. Merci Philippe. Allez, je vais donner la parole à celui qui nous a rejoint, jeune étudiant Pierre Marin. Bonsoir Pierre. Et comme vous nous avez rejoint, je vous cède la parole bien volontiers tout de suite. Merci beaucoup. Bonjour Philippe David. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Bon, au revoir. Merci d'être venu, c'est sera plus rapide que le Vous savez que je vous trouve très sympathique. Parce qu'en fait, il a eu des mauvais commentaires quelquefois sur YouTube. Maintenant, il veut se racheter, donc il est très consensuel. Non. Allez-y. Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Sur ce que vous avez dit concernant les décisions à Francfort et à Bruxelles, en fait, le problème, c'est pas tellement qu'ils soient non élus. On en a plein de hauts fonctionnaires qui prennent des décisions et qui sont non élus. Le problème, c'est qu'ils sont étrangers, en fait. Et qu'on est dans le débat de la nation et de la post-nationalité, le débat qui était en fait le second tour de la dernière présidentielle, c'est est-ce que, en fait, c'est les Français qui décident pour des Français,
ou est-ce que c'est les autres qui vont décider pour les Français? Et c'était le grand débat qu'il y avait au Royaume-Uni, qui a très mal été retranscrit en France au moment du Brexit, c'est on va bouffer du pain noir, mais au moins ce sera le nôtre. Ouais. On va pas bouffer du pain au seigle allemand, on va bouffer du pain poilade, du pain peut-être un peu moins bon que le pain au seigle. Du white bread. Exactement, mais ce sera le nôtre. Voilà. Et c'est ça, en fait, un peu tout l'enjeu et tout le débat autour de la nation et de la postnationalité auquel j'adhère complètement. Moi, pour en revenir au sujet sur est-ce que les partis ont des raisons d'exister encore aujourd'hui, je pense qu'on en a besoin pour la simple et bonne raison qu'on est encore dans un système démocratique dans lequel il y a des élections et dans lequel, pour se présenter, il faut 3 choses. Il faut d'abord, en France, dans le système qui est le nôtre, un chef, un présidentiable. Et ça, il n'y a que 2 partis aujourd'hui qui en ont un, 2,5 si on compte la France Insoumise, éventuellement, si Mélenchon se remet un peu de ses tribulations. C'est Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Il faut une structure militante. Il y a Christian Jacob aussi, quand même. Ou une structure. Oui. Sérieux, quand même. C'était une blague, ça se voulait une blague. Poursuivez. Je ne ferai pas de sarcasme là-dessus, mais c'est moi j'en qui l'ai fait pousse pour pas vous. moins. Non, il faut une structure militante. Et c'est là où on a le sujet de la baisse des militants, que ce soit au Rassemblement national. Vous l'avez dit, En Marche, il n'y a même pas eu besoin de militants. Mais on a des structures, du coup, d'élus. Alors, En Marche, c'est que des structures de députés aujourd'hui, avec des maires LR et des maires PS qui se rallient, mais c'est uniquement une structure de députés aujourd'hui. C'est pour ça que les élections locales sont hyper importantes pour Emmanuel Macron pour la suite. Donc, vous avez une structure, un maillage territorial, et vous avez besoin surtout d'argent. Et ça, l'argent, plus aucun parti politique français n'en a aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on ne les entend pas peser. Et c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Et c'est pour ça qu'on ne les entend pas. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de moyens pour faire à la fois de la communication sur Internet, pour organiser des colloques, pour organiser des choses. Et tant qu'on n'a pas compris la notion de l'argent, tant qu'on n'a pas compris que c'est le nerf de la guerre en politique, eh bien on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que la politique est au point mort. Dernière chose, peut-être que dans la grande phase de reconstruction et de reconstitution de la vie politique qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qui fait aussi qu'il y a des partis, c'est exactement le cas des Républicains qui ne savent plus où ils sont et qui en fait sont en train de mourir, ils ne s'en rendent pas complètement compte et ils ne savent plus trop qui quoi penser. La campagne à Paris des Républicains est stratosphérique. Moi, je vous invite à regarder. Il y a parfois 4 candidats LR sur le même arrondissement. Les candidats investis par LR ne soutiendraient pas Dati s'ils étaient élus. Mais alors, ils voteraient peut-être pour Griveaux, sauf si c'est Villani. C'est très compliqué et en fait, personne ne sait où il est. Ce que je pense fondamentalement, c'est qu'on a quitté le temps des partis de masse. Un débat qu'on avait eu avec Pierre il y a quelques mois, le parti qui consiste à faire la guerre culturelle. C'est le parti avec le plus grand nombre. C'était le PC, par exemple, après la guerre. On a quitté les partis de cadres, bien que ce soit encore, pas au sens aristocratique du terme, mais un peu ce qu'il y a aujourd'hui avec le PS et l'LR, parti de syndicats d'élus. Il n'y a plus que des élus locaux, personne ne sait qui c'est, ils ne se présentent même plus sous l'étiquette de leur parti. Et on va vers des partis d'électeurs. Les partis attrapent tout. C'est ce qui se passe dans absolument tous les pays d'Europe où il y a notamment les vagues populistes. Des partis qui ont vocation à faire le plus d'électeurs possible, mais sans avoir énormément de membres. Il y a un élément qui est incroyable, c'est tout le monde a dit le Rassemblement national a perdu la moitié de ses adhérents, peut-être plus. Les chiffres voilà, il y a un embargo sur les chiffres, mais le Rassemblement national n'a jamais fait autant de voix à des élections européennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas grave si vous n'avez pas 80 000 militants, si vous faites 1 million de voix en plus. Voilà. Et donc, on est dans cette phase de parti d'électorat, c'est le cas du mouvement 5 étoiles, pas de la Lega, parce qu'ils sont assez nombreux, mais d'un certain nombre de partis en Europe. Et on va, à mon avis, dans la reconstruction de la vie politique, vers 2 grands pôles, à nouveau gauche-droite, LREM, RN, et ces 2 partis vont structurer l'avenir, pas comme des partis de masse, mais comme des partis. Est-ce que je peux ajouter comme question, en fait, que les partis politiques servaient à incarner, en fait, une candidature? Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que ce n'est plus un préalable pour un parti politique? Moi, je pense que si. Je pense qu'un parti, on le voit avec les Républicains, ne peuvent pas vivre s'il n'y a pas un chef. Parce que le problème des Républicains, c'est que le dernier chef qu'ils ont eu a tout fait méthodiquement depuis 10 ans pour qu'il n'y en ait plus aucun autre après lui. Sarkozy s'est occupé de détruire tout le moindre petit jeune ou moins jeune qui sortait du lot. C'était le cas de Copé, c'était le cas de Fillon. C'est ce que font tous les chefs en politique. Il n'a pas inventé cela. Comment ? C'est ce que font tous les chefs. Oui, peut-être, mais le général de Gaulle, c'était plus facile. Et vous voyez, Lionel Jospin, il n'a pas essayé de saboter François Hollande. C'est-à-dire, il y a un moment... Mitterrand a quand même laissé Jospin, Emmanuel, il a exactement. Oui, il a tué Fabius, il a tué Rocard, il a tué... Oui, mais Fabius, il a tué Rocard, pardon. Tuer Fabius, c'est pas grave. Le lion ne s'acoquine pas avec le cafard. Il est toujours vivant, je vous rappelle. À base de transfusion. Non, voilà, donc il faut un chef, évidemment. Et comme les Républicains ont tout fait pour qu'il n'y en ait plus, aujourd'hui, c'est Christian Jacob. Avec tout le respect que je dois à ce monsieur. Oui, parce que c'est un bon maire. presque regretter Thierry Wauquiez.
Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez même, qui s'appelait Laurent. Allez, qui d'autre la parole? Constance. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Philippe David sur la démonétisation de la parole politique. Ce que je pense, je dirais la même chose, mais d'une autre manière. Je pense que le problème aussi, pourquoi les partis sont en crise aujourd'hui, c'est qu'ils sont incapables d'avoir des convictions. Il n'y a pas de... On ne vote pas pour... Je vous coupe, comme disait Edgar Faure, ce ne sont pas les girouettes qui tournent, c'est le vent. C'est le vent, voilà, c'est ça. Non, mais vous prenez les Républicains, bon, évidemment, il y a Christian Jacob. Qu'est-ce que vous voulez faire avec Christian Jacob? Mais surtout, qu'est-ce que vous voulez faire avec la soupe d'un discours totalement inexistant d'un parti comme ça? C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à produire un discours. Le Parti socialiste en a fait les frais aussi. Il s'est effondré aussi par son incapacité à trancher entre une sorte de modernisme sociétal et puis l'abandon de la cause ouvrière dont on ne sait pas trop où elle est passée, etc. Donc, dernier exemple en date, vous avez eu Bruno Retailleau, lors du vote, de l'examen du projet de loi de bioéthique en commission, là, en début de semaine, qui nous explique je suis contre, donc je m'abstiens. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec des partis dont l'opposition consiste à s'abstenir? Donc la mort du parti, elle vient aussi de l'incapacité d'une structure à produire un discours cohérent. Oui, moi je suis d'accord. J'ai été très troublé, d'ailleurs c'est dans la question, j'étais très troublé par l'incapacité des partis politiques à intégrer la notion de réforme des retraites. Je dois dire qu'il faut aller loin pour trouver les points de vue des uns et des autres. Alors, Éric Woerth d'un côté, Mme Le Pen de l'autre côté, j'ai entendu tel ou tel, mais les propositions, etc., alternatives ou complémentaires, elles sont au garage pour l'instant, quoi. Et donc il n'y a plus que les syndicats, et comme les médias ne donnent plus qu'un seul syndicat, en l'occurrence, c'est la CGT. On parle de l'affût des adhérents des partis politiques, mais celle des syndicats. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est clair. Non, mais je pense qu'on Alors, je ne vais pas être d'accord, mais je pense qu'on fait une confusion. mais tant mieux. En fait, je vais évacuer la question des retraites et de la raison que le fait que les partis politiques seraient largués par la réforme des retraites. En fait, il y a, à mon avis, un accord implicite entre Macron et les syndicats. Parce que cette période, c'est une période bénie pour les syndicats, parce qu'il y a un an, il y a un mouvement social qui s'est levé, ça fait très longtemps que ce n'était pas arrivé, qui s'est levé spontanément, qui est un mouvement social d'ailleurs au départ, je pense pas autant de gauche que ça, plutôt à droite au tout début en tout cas, qui s'appelle les Gilets jaunes, qui a totalement échappé aux syndicats. Même la CGT n'en voulait pas au départ avoir affaire là-dedans, puis après ils se sont précipités là-dessus. Et en fait, les syndicats ont été totalement largués et totalement délégitimés. Aujourd'hui, cette crise des retraites, ce qu'on peut l'appeler comme ça, je veux dire, ça fait un mois que ça dure, c'est une catastrophe pour Paris, pour ceux qui prennent les transports en commun, c'est épouvantable. C'est une manière, un, pour les syndicats de retrouver une légitimité, deux, pour Emmanuel Macron d'avoir un interlocuteur plus confortable sur les questions sociales, parce que avoir les gilets jaunes, ce n'est pas avoir un interlocuteur, c'est avoir un mouvement pré-révolutionnaire, alors qu'avoir les syndicats, c'est beaucoup plus confortable. Il y a toute une littérature à lire sur les syndicats pour comprendre que les syndicats, c'est loin d'être les premiers ennemis du pouvoir, au contraire, on a un interlocuteur. Ils sont financés par l'État. Et quel était le reproche de Macron aux gilets jaunes ? C'est très intéressant. Qu'est-ce que disait Macron aux Gilets jaunes? Il disait, il nous faut un représentant. Et les Gilets jaunes ont refusé d'avoir un représentant. Parce qu'ils ont compris le piège que c'était, parce qu'ils allaient se transformer en syndicats. Et c'est pour ça que les syndicats font systématiquement le jeu du pouvoir depuis 40 ans dans ce pays. Et même plus loin, en fait. Les histoires des acquis sociaux, etc., en fait, c'est toujours négocié à l'avance. Mais bref, voilà pourquoi je veux qu'on mette de côté cette histoire-là, parce qu'en fait, les partis politiques, on leur donne pas la parole là-dessus, et parce qu'en fait, ils sont complètement dépassés par les syndicats. J'ai été regarder sur les sites des partis politiques. C'est pas pour vous contredire, mais c'est incroyable. Allez regarder, eh bien, il n'y a rien. Rien. C'est le débat dont on parle depuis un mois et demi sur l'ensemble des partis. Mais tout le teasing médiatique est fait pour les syndicats. Vous avez vu le teasing pendant une semaine. Mais non, mais parce que attendez, si je puis me permettre. Allez-y. Je vais arriver dans le fond parce que sinon je vais pas commencer le cœur de ce que je veux dire. Vous aurez la parole, Pierre. Vous inquiétez pas. Réduire, mais je suis pas d'accord, mais c'est tant mieux avec ce que dit Constance. C'est-à-dire que je pense qu'on fait une confusion. Je pense qu'au contraire, les partis politiques n'ont jamais été aujourd'hui aussi puissants, aussi importants qu'ils ne l'ont été. On fait une confusion entre la forme et le fond. Il y a une crise de la forme, c'est-à-dire il y a une crise du fond, mais il n'y a pas de crise de forme. Alors dans ce cas, on va être d'accord. C'est-à-dire, attendez, parce que là, mais c'est Philippe David qui veut prendre la parole. Vous savez qu'il est Je termine. J'essaie d'être synthétique. C'est un avocat. Mais je pense vraiment qu'en fait, il y a une confusion. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, après 2017, c'est vrai, il y a eu une tendance à dire, regardez, Emmanuel Macron, il a fait un hold-up fantastique, les partis politiques sont morts, ça n'existe plus. Mais c'est tout le contraire.
attendez, excusez-moi, les partis politiques qui se sont démocratisés, qui ont voulu être autre chose que les partis politiques, c'est le PS et le Républicain, on est sur leur primaire. Résultat, ils ont voulu faire à l'horizontale, ça a été le grand écartèlement général. Quels ont été les partis politiques qui sont arrivés dans les meilleures positions et qui ont renforcé leur statut? La France Insoumise, le Front National, aujourd'hui l'Assemblée nationale, et la République En Marche. Ce sont les 3 partis les plus centralisés, les plus verticaux qui soient de l'échiquier politique. C'est bien la preuve que les partis politiques ne sont pas morts, et c'est bien la preuve que le modèle du parti politique aujourd'hui, même si les adhérents n'est pas mort. Et je termine, et là c'est promis, c'est fini. Il y a un problème sur le fond, et c'est ça qui fait que les structures craquent, parce qu'on est à la veille, et je rejoins Pierre, d'une grande recomposition politique. Alors moi je ne crois pas à la bipolarité, je pense à plutôt un système tripartite, avec un grand bloc de gauche, un grand bloc centre-gauche, centre-droit, et un gros bloc de droite, et c'est pour ça qu'il y a des partis qui commencent à éclater, exploser, parce qu'en fait, c'est les idées politiques qui donnent le pas et qui donnent le là. Les Républicains sont en train d'exploser entre d'un côté la Rassemblement national et de l'autre côté la République En Marche, et le Parti socialiste, entre cette grosse force de gauche et Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, il était quand même dans un gouvernement socialiste. Et donc voilà, c'est pour ça j'en termine. Les partis politiques ne sont pas morts, mais ils sont en train, pour une partie d'entre eux, de casser sous cette grande recomposition qui arrive. C'est pour ça que ça bouge, mais ils ne sont pas largués. Enfin, la recomposition avec un grand parti centriste, c'est une recomposition qui me rappelle il y a 50 ans, mais enfin bon, pourquoi pas. Philippe. Non mais je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'on ne voit pas les partis politiques, mais qu'est-ce qu'ils peuvent proposer? La réforme des retraites que fait la République En Marche aujourd'hui, enfin le gouvernement actuel, c'est celle que la droite n'a jamais osé faire. Rappelez-vous la capitulation de Juppé droit dans ses bottes en 95. Et puis après, vous savez, malheureusement, des réformes des retraites, on en a fait 7 ou 8. Vous savez, c'est comme les Gospelans en Union soviétique. Il y en avait un qui tombait tous les 5 ans. Là, chaque gouvernement a fait une pseudo-réforme des retraites. La vraie question, c'est que les Républicains ne peuvent pas dire « Ah ben, on va pas assez loin » parce que sinon la REM va leur dire « Mais qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez au pouvoir ?» Le PS ne peut pas dire qu'il faut être contre la réforme des retraites parce qu'on va lui dire « Attendez, la loi travail qui a cassé le code du travail, qu'est-ce qu'il a fait ?» C'est vous avec François Hollande, Emmanuel Valls à Matignon. Donc, tout le monde est tellement gêné aux entournures. Mais pas le Rassemblement national, pas la France Insoumise. C'est les partis gouvernementaux qui sont gênés, si je puis me permettre de préciser votre propos. En fait, c'est les partis gouvernementaux. Ce que je disais, le Rassemblement national et la France Insoumise ne sont pas gênés, ils soutiennent les manifestations. Oui, ils soutiennent les manifestations, mais comme vous disiez, les partis de gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Rien. Oui, je suis d'accord. Avec non, Nicolas Gauthier. Pierre, je vous donnerai la parole après si vous le voulez, mais j'ai encore Stéphanie et Nicolas. Bah, de toute façon, déjà, quand j'ai plein de pierres ce soir. Quand De Gaulle parle de la République des partis, il ne parle pas de la 5e, il parle déjà de la 4e. On a un régime proportionnel où n'importe quel parti a 3 électeurs, genre les bouilles à 3 députés, genre les bouilleurs de cru pouvaient faire En 65, les partis ne peuvent pas gouverner la France, c'est trop dur, dit M. De Gaulle. On est en 65. Oui, mais la logique de la 5e, c'est effectivement que les partis sont là pour obéir à un chef. C'est le début de les godillots gaullistes, ceux du Parti socialiste. Après, les partis ont muté, il n'y a plus de partis idéologiques comme autrefois. Le Parti communiste, il fait être communiste pour y adhérer. Mais c'est en train de revenir. Le Parti socialiste, son nom l'indiquait assez bien. Bon, le RPR étant le parti gaulo-bonapartiste, vaguement souverainiste, mais ça c'était il y a très très longtemps. Quoi. Non, c'est pas un parti chiracien. Oui, mais pas gaulliste. Avant il y a eu l'UDR. Oui. Parce qu'on a dit que Chirac depuis le début c'est chiracien, c'est tout sauf gaulliste. Chirac a découvert le gaullisme en comptant les sièges de députés LDR, disait Chaban Delmas. Et le Rassemblement national est un parti d'une autre nature, parce que ça n'a jamais été un parti. C'était un front, maintenant ça s'appelle un rassemblement, et la seule condition d'adhésion ou de vote, c'est l'amour de la France. Et le patriotisme appartient aussi bien à des gens de gauche, des gens de droite, des gens très à droite. C'est un parti un petit peu à part. On le dit souverainisme, mais les souverainistes de droite, ça existe, c'est souverainistes de gauche aussi. Il y a eu Pasqua et Chevènement. Quoi. Vous les voyez représentés aujourd'hui à l'actuel Rassemblement national, oui, vous avez échappé, qu'il y a plusieurs tendances. Il y a des tendances plus nationales-libérales, on va dire, sous l'impulsion peut-être de Philippe Ollivier, un des conseillers de Marine Le Pen. Je ne crois pas qu'il soit très libéral. C'est un autre débat. Étudier le Front National, ça demande parfois des qualités d'entomologiste. Oh, pardonnez-moi. C'est assez là, il a l'ancienneté. D'accord. Mais en revanche, je ne crois pas qu'il y aura le grand parti de la droite et du centre. C'est un fantasme dont j'entends parler depuis. En revanche, il y a 40 ans. Emmanuel Macron il a eu ce mérite d'avoir simplifié les choses, d'avoir tué la gauche en 2017, la droite en 2019, ce qui permet de voir un petit peu plus clair. Son parti, c'est le parti qui est et de droite et de gauche, mais c'est un parti
effectivement social en ce sens où il incarne. C'est le bloc bourgeois. Le bloc bourgeois, le parti du désordre établi, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes. Effectivement, des gens qui vivent bien de la mondialisation. C'est Thiers et... Voilà. Qui sont des nowhere, et en face, il y a un bloc informel, populaire, qui représente effectivement une catégorie sociale de gens qui sont perdants de la mondialisation, mais qui sont, pour reprendre la phraséologie de cet essayiste anglais, ce sont des somewhere, ils sont de quelque part. Les autres, bon, les enfants sont partis faire leur résultat de New York, tout c'est très cool. Quand ils font partie de la bourgeoisie catholique, on va un peu à la manif pour tous. Au moment de voter, on vote Macron parce qu'on... Ces gens-là ont des idées, mais ils ont avant tout des intérêts de classe. Et une bourgeoisie n'a pas d'idées, elle n'a que des intérêts. Voilà. Comme la droite disait Mitterrand. Pour reprendre un propos de gauche. C'est un peu caricatural. Donc là, on peut quasiment faire une lecture de lutte des classes. Alors le problème de ce bloc de 80% populaire, c'est que par nature même, il n'a pas les mêmes intérêts convergents que la minorité des 20%. Philippe David, après c'est très court. Ce que vous dites, c'est exactement ce que disait Raphaël Glucksmann, le tête de liste du PS aux dernières européennes, qu'il se sent plus chez lui à New York qu'en région Picardie. Complètement. Citoyen du monde. C'est dramatique. Stéphanie. C'est Jacques Attali, c'est tous ces gens-là, c'est la caste qu'on évoquait tout à l'heure pendant l'affaire Matzneff, on n'en est pas très très loin non plus. Des libéraux libertaires, en fait. Des libéraux libertaires. Les partis d'électeurs, je rebondis sur les propos de Pierre, sont quand même une évolution du parti politique des années 60. On est d'accord sur le modèle américain, bipartisme, donc il faut rassembler un maximum de personnes, donc il faut beaucoup d'argent. On le voit avec les campagnes américaines. Or, le sens de l'élection, il a existé. Avant ce magnifique régime dans lequel nous vivons, nous avions dans les monastères ou dans les villages depuis toujours des élections. Et là, on n'élisait pas à grand renfort de campagne avec des grands frais et des pom-pom girls. On n'avait pas besoin de tout ça. Dans les monastères surtout. Et donc, on élisait le plus respectable et le plus respecté, de façon tout à fait naturelle. Donc, tout à l'heure, notre invité parlait des corps intermédiaires et que c'était très embêtant de les voir disparaître. Mais moi, ce n'est pas les partis qui me font peur. Je n'ai pas peur de perdre les partis. À la limite, je le souhaite. Enfin, c'est pas à la limite, je le souhaite. C'est un secret pour personne. Mais ce qui m'inquiète, c'est que le corps intermédiaire qui véritablement fonde la société, c'est la famille. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Plus les partis politiques sont influents et plus la famille est en danger. Alors, franchement, on avait, avec l'Ancien Régime, un système qui était basé, qui avait comme sommet une famille. Le roi, la reine et les enfants de France. Et nous avions un système basé sur les familles. Non, mais moi je parle de la monarchie française. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a un système de partis. On a un système de partis et un système de partis qui nous amène à un détricotage justement des corps intermédiaires, une volonté, parce qu'encore une fois, le seul endroit où la démocratie et le système électif est vraiment un sens, c'est au niveau des communes. Et le seul niveau qui soit véritablement en danger, et qui, avec les municipales, va montrer justement, parce qu'ils ont réussi à scléroser, à drainer le tissu rural français, de façon à faire disparaître ces communes de leur belle mort. Eh bien, et c'était pourtant là que le système électif avait véritablement un sens. Donc ce système, encore une fois, ça nous ramène au sujet de tout à l'heure, à un seul objectif, c'est le contrôle des populations par la disparition des corps intermédiaires, mais des vrais, parce que les partis politiques, s'ils disparaissent, on n'en mourra pas. Par contre, la famille, si ce corps intermédiaire disparaît, là, on en mourra. Voilà. Dernier mot, mais rapidement, parce qu'on a dépassé toutes les horaires. Allez, Pierre Marin. Mais je crois que ce que vous dites est très vrai, et en fait, le populisme, la montée des mouvements populistes, c'est la contre-réaction à la disparition de tout ce qui est établi et propre. C'est la phrase de Pierre-Yves Rougeron, le populisme, c'est un jour le peuple qui se tourne vers ses élites et qui fait « t'es qui toi à la base ?» C'est exactement ce qui se passe, parce que quand on perd tout ce qu'il y a entre le pouvoir et nous, les strates, les corps, etc., et bien, on se se retrouve en face à face. Et la France des ronds-points, des gilets jaunes, ils se refaisaient des familles d'amis. Et ça donne le 1er décembre où un Français de la classe laborieuse ou de la classe moyenne se présente à l'Élysée et fait toc toc toc, je veux rentrer, quoi. Donc c'est un peu ça. Juste pour rebondir sur, je sais que c'est un de nos grands désaccords, mais sur le bloc de gauche. Un grand désaccord avec Pierre Gentillet. Parce que mais, on n'avait pas assez de débat. C'est vrai qu'il faut. Il y a un débat dans le débat. Il y a un débat dans le débat. Écoutez. Pierre parle souvent du bloc de gauche parce que c'est vrai, il faut quand même qu'on se pose 30 secondes et qu'on se rend compte. Mais si jamais par hasard il y a un candidat unique de Besancenot à
À Jadot, on est très très mal pour la présidentielle. On est très mal. Je peux prendre les paris ici. Mais on va rigoler. Et en fait, avec un petit alors on va gauche, beaucoup se marrer. Mais en fait, je les connaissais pas. Enfin, j'étais trop jeune à l'époque, mais je les ai vus réussir à perdre. Enfin, j'ai vu qu'ils avaient réussi à perdre en 2002 en présentant 7 candidats. Donc je me dis qu'on devrait avoir quand même 5 ou 6 candidats de gauche à la présidentielle la prochaine fois. La fragmentation des sociétés, elle touche aussi la gauche. Et qui seront 10 points derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron, a priori. Je peux répondre en une phrase. C'est pas cette candidate. Et dernière chose, il y a une idée comme ça, humblement, pour relancer peut-être justement ce manque de production dans les partis, ce manque de travail, peut-être, voilà, vous l'avez dit, vous ne comprenez pas ce que les autres veulent faire à la place, contre le gouvernement et ce qu'ils proposent. Bon. Et peut-être que si on avait plus de référendums, c'est-à-dire que si on avait plus de campagnes, si on avait plus de démocratie directe, donc si on avait plus de sujets de société, et si ça intéressait les gens d'aller voir ce que les partis produisent, parce que c'est ça aussi. Si ce qui marche sur les réseaux sociaux, c'est de publier une photo de son chat. J'ai suivi les Gilets jaunes pendant 1 an. Il n'y a pas eu un responsable politique qui a été capable de dire j'en invite 300, 400, j'y vais, j'écoute. Celui qui a fait semblant, Macron. ça a été Emmanuel Macron qui a fait semblant. Mais lui, il a compris qu'il fallait faire semblant, au moins, par rapport à tous les autres. Ce que je veux dire, c'est que si vous aviez des sujets de société, si vous avez des sujets de société qui monopolisent l'attention de tout le monde, parce que les gens ne s'intéressent à la politique que 2 semaines avant une élection présidentielle, c'est à peu près le seul moment où ça intéresse tout le monde. Bon, et ben si vous aviez ce genre de vie démocratique comme on a en Suisse, peut-être que les productions des partis feraient plus de likes sur Facebook que les photos de chats. Pourquoi pas? Voilà. Et Pourquoi pas? Ça, c'est contre Madame Le Pen que vous dites ça. Oui, faites attention. Faites attention, chat. Le problème, le référendum, très bien, mais la dernière fois où les Français ont voté par référendum, ça a eu un brillant succès quand même. le pouvoir politique s'est assis dessus avec le traité de Lisbonne, ce qui prouve que la bonne vieille maxime, je crois que c'est Coluche qui avait raison quand il disait la dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause toujours. En une phrase. Cause toujours. En une phrase. Je sais. C'est effectivement un autre accord et je pense que c'est un vrai débat, c'est la question de savoir est-ce que Macron va réussir son opération, est-ce qu'il n'y ait plus rien face à lui, hormis Marine Le Pen et hormis le Rassemblement national. Certains pensent qu'effectivement on va arriver à un système bipolaire. Moi je pense que nous allons arriver je fais très vite, à un système tripolaire avec, je maintiens, un gros bloc de gauche, un bloc de centre, un bloc de droite. Et je vais dire pourquoi par rapport à ce que tu dis en 2002. Mais dites-le nous aussi. Elle est longue la phrase. Non mais pourquoi? Parce qu'en fait en 2002, la gauche, n'oubliez pas, Jospin et Chirac, c'était acté qu'ils étaient au second tour. Le premier tour devait déjà être le second. Et que Jospin gagnait. Et que Jospin, effectivement, gagne derrière. Là, ce qui s'est passé en 2017, et encore plus ce qui s'est passé en 2019, dans l'esprit de l'électeur de gauche, et ça reste, c'est que la partie se joue sans eux. Et que pour eux, Macron, Le Pen, dans les 2 cas, ils n'en veulent pas. Et c'est la raison pour laquelle il peut y avoir... C'est exactement, ça s'est vu en 2017. Juste, en 2017, Jean-Luc Mélenchon, 1 mois et demi avant dans les sondages, il est à 12-13%. Avec Benoît Hamon, qui est à 11-12%. Résultat des courses, il terminera quasiment à 20. C'est pas loin, hein. Mais il se maintient. Pas loin, 20 et... Hamon va s'effondrer à 8. Mais ce que je veux dire, c'est que les partis politiques ne vont pas forcément unir, mais il y aura une dynamique, à mon avis, de gauche, derrière un candidat, parce que le jeu se fait sans eux. C'est pour ça que je crois qu'il y a encore un bloc de gauche. J'ai compris, Pierre, j'ai compris, Pierre, ce que vous faites, c'est qu'il dit j'ai 10 secondes, en fait, il met 3 minutes de phrase dans 10 secondes. Cela dit, excusez-moi, je vais prendre ça défense. Une phrase, moi aussi, j'ai bien le droit. Là, ce que vous dites, effectivement, 10 secondes, ça va être très intéressant au municipal ou au régional, parce que la gauche a passé son tour au régional. Mais les municipales sont un petit peu en retard. Je rentre de Béziers, j'y suis avec Robert. Oui, il est Robert Ménard avant d'être soutenu par le Front National. Mais pour les régionales, oui, ça peut faire tomber des régions, parce que les mecs de gauche ont passé leur tour, ils ont bouffé leur chapeau. C'est là où les Républicains exploseront, c'est au régional. Mais je suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Pierre. Pas du tout. Parce que la vraie politique, vous dites les municipales ne sont pas très politiques. Mais non. Politique, on ne s'est pas compris. Au sens national, c'est pas pour les partis politiques. J'ai bien compris. Mais mais honnêtement, les partis politiques vont disparaître et j'en suis très heureuse. Par contre, mais bien sûr, c'est moribond tout ça, ça n'a plus aucun sens. Regardez comme ils sont forts aujourd'hui. Mais non, ils vont disparaître. Par contre, la famille va reprendre. J'en suis convaincue du poil de la bête, parce que c'est jamais aussi peu marié en France qu'aujourd'hui. Mais peu importe. On touche le fond et c'est comme ça. On va redémarrer, on va repartir. C'est évident, parce que ce système moribond nous prouve de toute façon, c'est la vacuité totale. Il n'y a aucune idée. Effectivement, ils sont incapables de voir la profondeur du mouvement des Gilets jaunes. C'est désespérant. Et c'est pas parce que on se chamaille entre quoi. Mais qu'est-ce que c'est
c'est que ces gens? Je veux dire, aucun sens concret, aucun sens des réalités. C'est pathétique. Et je voulais dire que la famille va et ça, en fait, les deux sujets que nous avons traités ce soir se retrouvent. Et je voulais dire quelque chose à notre invité. J'ai eu la chance, en conférence, devant des jeunes filles, de parler de ce sujet extraordinaire, de la chasteté et de tous ces sujets formidables. Et une jeune fille m'a répondu, m'a dit « Mais madame, la pilule, c'est la liberté. » Ce à quoi je lui ai répondu « Mais mademoiselle, depuis quand achète-t-on la liberté en pharmacie ?» Voilà. Philippe David, alors là on est reparti sur l'autre débat. On va se conclure sur ce sujet. Pour prendre la défense de l'avocat, c'était 10 secondes, mais hors taxe. Oui, et Dieu sait qui prend cher. Je sais, on me l'a dit. De l'argent trop vite gagné. Alors, il y a que Bistro Liberté. Derrière, à noter. Il y a que Bistro Liberté qui peut se l'offrir. Alors, allez, Philippe David, vous avez entendu ces deux débats et le plus simple pour vous, c'est d'en faire la conclusion. Et je vous laisse largement ma place. Vous allez dire au revoir à tout le monde. La conclusion, pour terminer sur les partis, c'est sûr qu'il y a quand même un gros problème. J'y reviens toujours de la démonétisation de la parole politique. Moi, je crois que les partis sont loin d'être morts, parce que si demain en France les partis étaient morts, ça veut dire qu'on aurait le chaos. Parce que pas de parti, ça veut dire l'anarchie. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des partis forts. À l'époque, il y avait des partis forts en France au début de la 5e. Il y avait le Parti communiste, qui fédérait les classes populaires. Il y avait l'UNR, puis après l'UDR, enfin le Parti gaulliste, qui était deux grands partis. Il y avait la SFIO, ou la FGDS après, qui après est devenu le Parti socialiste. Bref, il y avait des partis forts, des partis qui fédéraient. Et pourquoi est-ce qu'ils ont disparu ? Ils ont disparu parce que leur parole s'est démonétisée et parce que les politiques ont abandonné leur pouvoir. Moi, je crois que les partis politiques sont vitaux dans une démocratie. Par contre, on va voir, parce que, comme le disait justement Nicolas Gauthier, au municipal, on vote pour le maire qui bouche les trous dans les trottoirs et qui fait les cantines scolaires pas chères. On se fiche totalement de l'étiquette. Regardez, Toulouse a toujours été une ville de gauche et Toulouse a pratiquement toujours eu des maires de droite. La preuve, notamment, la dynastie Baudis. Bordeaux, pareil, exactement. Paris. Ah non, pas pareil. Donc, le vrai truc, c'est qu'il va falloir que les partis se reconstruisent, mais à mon avis, ils vont se reconstruire sur un champ de ruines. Et le champ de ruines, j'ai peur qu'il arrive dans 2 ans, en 2022. On verra, Philippe. Merci à vous d'être venu dans cette émission. Merci Je vais revenir vers vous dans un instant parce que j'ai omis de citer les dessins de notre ami Ignace. Un pouvoir sans parti et en plus sans république, ce serait royal. Ça, c'est un... Voilà, c'est pour Stéphanie. Je précise. C'est royal, c'est pas Ségolène, parce que j'ai vu notre ami Nicolas Gauthier dans Boulevard Voltaire parler abondamment de l'ambassadrice des pôles financiers. C'est ça que vous m'avez dit. Voilà. Excusez-moi, maintenant, après ambassadrice du pôle Nord et du pôle Sud, elle va être ambassadrice de Pôle Emploi. Voilà. Et voilà. Allez, c'était, toujours de belles phrases. Voilà. Bravo, félicitations à vous tous. Faut-il sacraliser le chef d'État ? Merci, avec Jupiter, on a déjà donné, dites, ce qui pourrait être un gilet jaune. La République en marche, les partis, c'est moi, dit Emmanuel Macron. Et puis, la République sans parti, on peut aussi suggérer ça pour les pédophiles ou les pédocriminels. La boucle est bouclée. Voilà que se conclut cette émission qui était la première de l'année. Merci une nouvelle fois aux techniciens. Merci à Arnaud Soyer, le producteur, à Raphaël Daudeville, le réalisateur de ce Bistro Liberté, le 114e du nom. Merci à tous. Merci au public d'être venu malgré les conditions délicates, puisqu'il n'y avait plus de métro ce soir pour nous rejoindre. Il n'y en a pas plus pour repartir. Merci Philippe David. Merci de m'avoir accueilli. Bon vent à Sud Radio. Et je rappelle que bien évidemment, on peut acheter sur le site de TV Liberté mes mots du jour aux éditions Fauve. C'est avec Philippe David et vous avez une lecture amusante, pétillante et souriante assurée, mais aussi quelquefois grave et quelquefois gauloise, gentille et bienveillante. Merci à vous. Philippe David. Merci à vous.